Salut, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crème glacée. Bonjour tout le monde! Allô, j'espère que ça va bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu, si je me trompe pas, la semaine passée, un épisode du Poisson d'avril? Oui, un petit épisode un peu plus ludique, un Ouais. grand classique qui a été ramené. Là. Mhm. On espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment très demandé de votre part. Oui. Donc, une fois par année, je me dis que, tu sais... Puis c'était cocasse. C'était cocasse, la petite version que t'as amenée cette année, Jus. J'étais fière de moi. Puis sinon aussi, j'espère que vous avez pas mordu à l'hameçon concernant nos petits mini congélateurs Bluetooth portatifs. Ah, c'était tellement niaiseux. Ouais, j'ai fait un petit poisson d'avril sur les Instagram, en fait, sur les réseaux sociaux au complet. Puis il y en a plusieurs là, qui m'ont écrit comme « OK, mais les filles, je l'aurais acheté. Pour vrai. » genre. Puis honnêtement, moi aussi, je me le serais procuré. Là, tu sais, pourquoi pas? Là, genre un petit congélateur sur ton bureau, là, tu mets ta crème glacée dedans. J'avoue. Il y a une fille qui était comme « Tu mets tes petits skincare, un truc de crème glacée, tes petits trucs, là, t'es à ton bureau, t'es comme « T'écoutes le podcast. » Ben là, J'étais genre... peut-être qu'on pourrait sortir ça pour vrai. Hey, mon Dieu, l'affaire, tu sais, comment qu'on fait ça? Comment qu'on trouve une compagnie qui nous livre des mini-réfrigérateurs? Tu sais? Si vous avez une compagnie, écrivez-nous. Ouais. Mais bref, fait que joyeux poisson d'avril encore une fois en retard. Puis sinon, ben, on a-tu d'autres choses à discuter aujourd'hui? Non, on peut se lancer dans ta saveur du jour. D'accord. Comme on enregistre les podcasts quand même assez d'avance ces temps-ci, là, je suis fière de nous. Ça va bien nos affaires. On a plein d'autres choses en amont à faire. Fait que on s'y prend d'avance. Je ramène une saveur un petit peu passée date. OK. Parce que j'étais un peu en retard. Parce que c'est une saveur à laquelle j'ai pensé durant notre show à Saint-Eustache? à Saint-Eustache. Puis là, ben, ça fait longtemps. Là. C'est genre la vieille époque. Là. C'est vrai, on a changé de C'était en mois. arrière, on a passé à autre chose, on a tourné la page. Mais c'était malade d'ailleurs, merci à tous. Ah, c'était malade. Tous les Saint-Eustachois. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais vous étiez en feu. Ouais, C'était pour vrai, vraiment nice. merci encore à tous ceux qui sont venus nous voir. Et on a tellement eu de cadeaux, là. Ouais. Genre, je dis pas ça pour que les prochains shows, tout le monde amène un cadeau, là. Vraiment, Non, votre zéro. présence suffit. Mais on était beaucoup trop gâtés, c'était abusé, là. Votre générosité, bref, merci vraiment. Ouais. Puis d'ailleurs, justement, petit shout-out au père et son fils, vous allez vous reconnaître. Je sais que, genre, on a catché par après que vous nous aviez déjà écrit par rapport à un tour de vélo extraordinaire, impressionnant et tout ça. Je pense que j'en avais parlé aussi. Vous allez comprendre là, si vous l'entendez. Mais Crime, on a catché après que c'était vous autres. Fait que merci encore tellement. Ils nous ont donné un super cadeau, genre en bois, comme un signet gravé, puis tout. C'était... Avec notre logo, puis un porte-clés. Oui, puis notre nom, genre, c'était full cute. Puis, bref, shout out. Après ça, il y a aussi, je voulais revenir, il y a une fille qui nous a donné, je pense que c'est Julie, elle nous a donné des boissons sans alcool Amaretto Julie. Sour, parce que j'avais parlé que j'en buvais souvent, puis que, genre, je tripais, comme. Puis là, elle m'a amené sa marque préférée. Et c'était bon. Et c'était incroyable. Je l'ai bu par après, là, puis j'étais comme, OK, genre, ça goûte exactement ce que ça doit goûter. Fait que merci à toi. Oui. Puis, ben là, pour faire un dernier shout-out à l'autre genre de cadeau qu'on a eu, ça va être ma saveur du jour, OK? Je sais c'est quoi, je pense. Donc, regarde, on est autour de Pâques en ce moment, au moment où on enregistre. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais au Costco, parce que là, je l'ai appris par après, au Costco, ils vendent des chocolats Lindor à des nouvelles saveurs qui ont jamais existé avant. En tout cas, j'avais jamais vu ça de ma saine vie. Une saveur à la crème glacée napolitaine. Oui, un grand classique qu'on n'avait pas encore nommé. Genre, je suis pas sûre qu'on en a déjà parlé. T'sais, on a bien bâché sur les bananes split, mais les gros bidons de crème glacée napolitaine, on n'en a jamais parlé, je pense. Non. Moi, c'est un souvenir d'enfance, là. C'est tellement comme... On dirait que ça l'a réveillé quelque chose que j'avais oublié. Puis honnêtement, les chocolats, ils goûtent exactement ça. Là. Oui, fait que c'était vraiment bon. Merci à l'auditrice qui est venue nous en donner. Oui.
Elle nous a donné un petit cadeau. Puis, je me rappelle, c'est ça, en partant du show, j'ai appelé ma mère. J'étais comme, oh mon Dieu, on a eu plein de cadeaux. Puis là, il y a une auditrice qui nous a donné des chocolats, crème glacée napolitaine. Puis elle était genre, bon, tabarnak. Puis là, j'étais genre, quoi? Elle était comme, ben, je t'en ai acheté au Costco pour Pâques. Puis là, je voulais te les envoyer par la poste. Mais là, si Anna est arrivée avant moi. Elle se fait encore voler un cadeau comme ma peinture que je t'avais faite. Oh mon Dieu, c'est vrai! C'est vrai! Pauvre Denise! Ah mon Dieu, anecdote. Ma mère avait peinturé mon chat, Paul, puis prévoyait me le donner à Noël, et Jus l'a skippé en m'offrant une peinture qu'elle a faite de mon chat, Paul, qui est encore dans ma cuisine depuis ce jour. Je sais pas pourquoi dans ma cuisine, mais bref. C'est vrai, 2 fois que ma mère se fait bypass. Oh! Même chose. Même chose, oui. Donc voilà, c'était ça ma saveur du jour. Très bonne saveur. Donc passons maintenant aux choses sérieuses, j'imagine. Par où commencer? Je vais commencer par vous faire un trigger warning. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, bon, on le dit à chaque fois, là, il va être rough. On dirait que ça fait 10 000 fois dans la dernière année que je dis il va être plus rough que d'habitude parce que je parle. Ben, c'en est un. Le cas que je vous parle aujourd'hui traitera de pédophilie, d'inceste et de meurtre très graphique d'enfants. Si ce n'est pas pour vous, je comprendrai absolument, mais c'est une vieille histoire que je ramène et que je trouvais fascinante, malgré qu'elle est complètement horrifiante, là. Mais bref, je voulais absolument la raconter quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Mais si vous skippez l'épisode, je ne vous en voudrais pas. Les sujets sont assez terribles, merci. Nous sommes dans les années 20 aux États-Unis. Les Roaring Twenties, comme on les appelle là-bas, ou en français, les années rugissantes. Une période de croissance, d'excès, mais surtout d'insouciance économique. Sauf que derrière cette façade de belle prospérité, certaines histoires vont révéler quelque chose de beaucoup plus sombre. Le cas que je te raconte aujourd'hui s'est déroulé à Wineville, dans le comté de Riverside, en Californie. Si ce nom de ville ne vous dit rien, eh bien, c'est totalement normal. Si vous regardez sur une carte géographique aujourd'hui, eh bien, vous trouverez cette petite ville nulle part. Sauf que Wineville a pourtant bel et bien existé avant de disparaître brutalement en 1930, juste après les événements que je vous raconte aujourd'hui. Ça a-tu un lien? Oui. Oui. Après les événements, la ville s'est rebaptisée. Donc, oui, après les événements, la ville sera complètement rebaptisée. Elle va s'appeler maintenant Myra Loma ou Mira Loma, je ne sais pas comment le dire. Puis la raison est simple, des crimes si horribles que les habitants ne pouvaient plus supporter d'être associés au nom de Wineville. Des crimes qui ont marqué non seulement la Californie, mais tout le pays. À cette époque, les paisibles communautés de Los Angeles et du comté de Riverside sont frappées par une série d'enlèvements, mais surtout de meurtres d'enfants. Une affaire qui va rapidement prendre une ampleur inimaginable. Au cœur de cette histoire, une ferme avicole familiale, un simple poulailler en apparence. Sauf que ce poulailler deviendra l'endroit où se passera les plus grandes horreurs faites par l'homme. Avant même que des noms comme le tueur du Zodiac ne terrorisent la Californie, il y avait déjà un autre monstre, un tueur en série, un pédophile sadique, un prédateur d'enfants. Les journaux de l'époque le surnomment l'homme-singe à cause de son épaisse pilosité noire. Pendant près de 2 ans, les crimes commis dans la petite ferme de la famille Northcott vont se multiplier, dans ce qui deviendra l'un des pires repères d'horreur de l'histoire criminelle américaine. Et pourtant, malgré tout ça, encore aujourd'hui, beaucoup trop de zones d'ombre persistent. Parce que dans cette affaire, les aveux sont flous, contradictoires même. 20 victimes, moins, plus, personne ne le sait vraiment. Tout ce qu'on croit comprendre repose en grande partie sur le témoignage d'un jeune garçon qui aura été forcé de participer à l'horreur. Et aussi, bien, sur quelques découvertes atroces comme des dizaines de fragments humains retrouvés sur la propriété. Ce qui compliquera encore plus l'affaire, c'est que l'enquête elle-même est entachée de scandales. À Los Angeles, dans cette même période, la police est de plus en plus accusée de bavure, de négligence et d'intimidation. Cette affaire exposera non seulement une violence extrême, mais aussi les failles profondes du système judiciaire et des forces de l'ordre de l'époque. La couverture médiatique sensationnaliste, souvent pour tenter de sauver la face des policiers et des scandales du système de justice,
n'aidera définitivement pas l'affaire. Et au milieu des carences du système judiciaire, des familles brisées, des enfants disparus, une absence d'écoute et une vérité qui, encore aujourd'hui, reste partiellement enfouie. Aujourd'hui, je te raconte l'affaire de la famille Northcott et les tristement célèbres meurtres du poulailler de Wineville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui écoutent, mais si la réponse est non, vous pouvez me croire qu'après cet épisode, cette histoire-là, vous ne l'oublierez jamais. En effet, je connais cette histoire et je ne suis plus la même depuis que je l'ai apprise. Je te comprends. Comme c'est une longue histoire plutôt complexe et qu'il y aura plusieurs bonds dans le temps à travers l'épisode, j'ai décidé de séparer le tout en chapitres. Comme on aime. Oui, on aime ça. Alors, sans plus attendre, chapitre 1, Gordon Stewart Northcott. Oh my God, juste entendre leur nom, là, ça me donne des frissons, ça me replonge dans l'affaire quand j'en lisais sur le sujet puis j'écoutais des podcasts là-dessus. Là, ça m'a habité longtemps puis... En tout cas, j'attache ma tuque avec la broche parce que... Ouais. Oulala. Ouais, c'est quelque chose. Puis d'ailleurs, je profite de ce mini-moment là, pour faire une parenthèse. À la fin de mon épisode, j'avais fini de l'écrire, tout le kit, fini de faire mes recherches, j'avais écouté des trucs là-dessus et tout. Puis là, Jus puis moi, on jase, tu sais, puis on parle de Ars Moriendi. Shout-out à Simon, on fait une tournée avec lui en ce moment, on le voit assez régulièrement et tout. Puis là, Jus, elle me dit, oh my God, son meilleur épisode, c'était, selon moi, le poulailler. Puis là, je suis comme, le poulailler? Puis tu sais, moi, j'avais pas écouté cet épisode-là de Ars Moriendi avant de faire mon cas. Fait que là, je suis comme, non, il y a pas d'autre cas là, qui s'appelle le poulailler. Mm-hmm. Fait que clairement, je n'ai pas vu qu'il avait fait un épisode là-dessus. Fait que là, ça m'a comme un peu genre, tu sais, j'aurais aimé ça faire de quoi qui n'a pas encore été fait, mais bon. C'était quoi les chances, tu sais? Ouais. Juste avant qu'on enregistre, on parle de ça, puis je dis tout bonnement, le poulailler, c'était mon épisode préféré de Simon. Ouais. Puis elle venait de finir d'écrire son épisode. C'est ça. Fait que bref, avant de me coucher l'autre soir, je me suis dit, garde, m'a l'écouter. Comme ça, potentiellement, qu'il va peut-être dire des choses que je vais être genre, à ta peur, là, j'ai pas vu les mêmes affaires. Ou en tout cas, tu sais, juste pour m'imprégner de ce qu'il a dit. Puis de toute façon, c'est tellement pas la même chose, le podcast Ars Moriendi puis le nôtre. Tu sais, Simon, il raconte comme un conteur à la Fred Pellerin, puis il y a des comédiens, puis des dialogues. Puis, tu sais, c'est très, très, très détaillé. Puis moi aussi, ça va être détaillé, mais comme d'une autre façon. Tu sais, on le traitera pas de la même manière. Puis j'ai adoré. Et d'ailleurs, t'avais raison, Mathieu Niquette, qui est un des acteurs durant la tournée avec Ars Moriendi, il joue le rôle principal de Gordon Stewart Northcott. Puis il est bon, Mathieu, shout-out. Ouais. Il est Shout-out. vraiment bon. Vraiment. Puis il est bon aussi dans le spectacle de Ars Moriendi de notre tournée, d'ailleurs. Si vous voulez le voir en personne. Là. Exactement. Il est vraiment Achetez-vous billets. Mais bref, petite parenthèse terminée. Je retourne à mon histoire. Je vais commencer par te présenter notre personnage principal, celui au centre de l'affaire, Stewart Northcott. Stewart est né le 9 novembre 1906 à Bladworth, en Saskatchewan, et va passer toute son enfance et son adolescence en Colombie-Britannique. Un Canadien, tabarouette. Tabarouette. Stewart était décrit par son père, Cyrus George Northcott, que j'appellerai George durant l'épisode, comme un jeune garçon atypique, tant physiquement que mentalement. C'est lui qui l'aura décrit comme un homme singe. Comme je vous ai mentionné plus tôt, là, qui s'est passé dans le journal, c'est lui qui l'aura dit en premier. C'est un drôle de surnom. Ouais, surtout pour ton fils. Ouais. Il avait, selon son père, énormément de poils sur tout le corps, beaucoup trop pour un jeune garçon de son âge. Et on parle pas ici de petits duvets tout fins, là, mais plutôt de poils de genre 3 pouces de long à certains endroits. C'est lui qui le dit, là. D'un autre côté, bien qu'il avait ce physique dit plus masculin, selon son père, il avait, selon ce dernier toujours, un tempérament beaucoup plus féminin, encore une fois, selon son père. D'ailleurs, sa mère va insister pour qu'il porte des robes et qu'il joue à la poupée jusqu'à assez tard dans son adolescence. Genre, il l'appelle aussi ma petite chérie et des choses comme ça. OK. Selon elle, elle élève une fille, carrément. Sa mère, donc, Sarah Louise Northcott, que j'appellerai Louise tout au long de l'épisode, était décrite comme une mère aimante, mais peut-être un petit peu trop aimante.
Dans la majorité des sources, elle est décrite comme ayant une légère obsession malsaine pour son fils Stuart. Son fils-fille, là, comme elle le voit. Là. Mm-hmm. On dit qu'elle est beaucoup trop excitée, criarde. Elle aime faire le show. Là. Genre, elle aime être au centre de l'attention. Elle over-materne Stuart. Elle ferait tout pour lui. Et quand je dis tout, cette mère n'a aucune logique, aucune valeur. Elle met complètement sa vie de côté quand elle pense à son fils. Elle tuerait pour lui. Tu comprendras davantage plus tard pourquoi l'on dit cela. Uh-huh. Stuart jouait du piano. Il jouait vraiment bien, puis il voulait faire de sa passion son métier plus tard. À la grande fierté de sa mère, il avait le talent, mais le look aussi. Il était toujours bien habillé, bien peigné, et il avait des doigts de fée. C'était très important pour Louise que son petit chéri, ou sa petite chérie, là, c'est pas trop clair à ce point-ci, prenne soin de ses mains de pianiste. S'il pouvait ne jamais les utiliser pour rien d'autre que le piano, ça faisait bien son affaire. Touche pas à ça, je vais le faire. Ne travaille pas, mon beau petit choupi. Quelqu'un d'autre va s'en occuper. Bref, est-ce qu'elle me gosse? Voyons! Louise, elle me gosse. Mais tu sais, genre vraiment des belles mains là, aux ongles coupés, puis son beau doigté de piano, c'était bien important pour elle. Okay, il se mettait bien de la crème à vino, là. Exact. On sait aussi que Stuart adorait les animaux, et ce, depuis son plus jeune âge. Il a eu, entre autres, plusieurs lapins et canards de compagnie. Ça fit bien avec Pâques en ce moment, là, au moment où on enregistre. Même qu'un jour, après la mort de l'un de ses canards, Stuart était si inconsolable que ses parents ont dû faire empailler le canard pour que Gordon puisse continuer à dormir avec la présence de son animal à ses côtés. OK. Je sais pas trop comment je me sens par rapport à cette information, honnêtement. Je pense que c'est mieux de faire comprendre à ton enfant Que ça le arrive. deuil, que la mort arrive et existe, que comme juste repousser le problème, l'ignorer puis faire à semblant qu'il n'est pas mort le canard. Je trouve ça spécial un peu. Très d'accord avec toi. Bon, je ne juge pas. Ouais. À 18 ans, en 1924, Stuart s'installa à Los Angeles avec ses parents. C'est pas encore très clair s'ils ont fui le Canada, mais certaines sources spéculent que la famille Northcott n'avait pas d'autre choix que de changer de vie. Donc, c'est pas trop clair, mais on pense qu'ils sont partis du Canada à la hâte pour se rendre à Los Angeles. Est-ce qu'on sait plus tard ou on ne saura jamais? Ben, je reviens là-dessus. OK. Mais là, on se demande, tu sais, bon, qu'est-ce qui se serait passé au Canada? Ben, je vous laisse vous en faire une idée au courant de l'épisode. OK. D'après moi, c'est très possible que les activités, et là, je m'excuse mon langage, déconcrissantes de Stuart avaient déjà commencé avant d'arriver en Californie. Ça, je dis rien. On spécule. Ouais, je comprends. Peu de temps après s'être installé à Los Angeles, Stuart va convaincre son père de l'aider dans son projet de s'acheter un terrain de campagne à Wineville, Riverside. Son plan est le suivant. Avec également l'aide de son neveu de 13 ans, Weasley Sanford Clark, que j'appellerai Sanford au courant de l'épisode, les trois s'occuperont de construire une maison et de commencer un élevage de poulets. George Northcott était un homme assez manuel, alors que Stuart, 18 ans, devait forcément être intéressé à le devenir ou du moins intéressé par ce genre de projet d'une quelconque façon. Il fallait simplement que Stuart débarque au Canada pour ramener son petit-neveu Stanford avec lui. Il allait comme les aider dans tout ça. Son père accepte. Nous sommes donc maintenant à Saskatoon, Saskatchewan. Stuart débarque chez sa sœur, Winifred. Winifred Clark, depuis son mariage avec un certain John Clark. Ensemble, ils vont avoir 3 enfants. Jessie, la fille aînée, Sanford, l'enfant du milieu, et Kenneth, le plus jeune. Winifred est beaucoup plus âgée que son frère Stuart. J'imagine que vous l'avez compris, là, elle a 3 enfants. Ouais, puis Genre Stuart un a 18 ans. mariage, ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que plus tard, lors du procès, une information s'échappe selon laquelle Winifred aurait eu une relation incestueuse avec son propre père, George, et qu'elle serait donc la mère de Stuart et non sa sœur. Faisant donc de Louise la grand-mère de Stuart. Je sais pas si vous me suivez, là. Ouais, il y a beaucoup de personnages, mais dans le fond, Stuart, c'est l'homme pianiste aux belles mains. Ouais.
qui a 18 Sa ans. mère, il y a 18 ans, sa mère, Louise, est un peu crackpot. Son père, Puis George. Son père, George, ben, il est Emmanuel. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et là, Stuart, il veut voir sa sœur pour que le fils de sa sœur, donc son neveu, vienne avec lui travailler sur le poulailler. Exact. Mais sa sœur, Winifred, dans le fond, ce serait sa mère. Peut-être, que selon des spéculations, elle aurait des couché choses avec dites George. au projet. Exactement. Okay, ça expliquerait comme sa grosse différence d'âge. Ouais. Puis le fait qu'elle ait genre 3 enfants assez vieux. Là. Sanford, il a 13 ans, puis c'est lui du milieu. Mm-hmm. Bon, ça expliquerait, c'est dit, mais c'est assez difficile genre de prouver quelque chose quand l'histoire s'est passée dans les années 20. Ouais. Mais bon, si on comprend bien, il y a de l'inceste là, qui se serait passé dans cette famille. Bien sûr, on ne peut pas confirmer cette information pour sûr, étant donné l'époque, comme je viens de le dire, mais aussi la multitude de mensonges qui sortira de la bouche de Stuart et de cette famille en général. Mais bon, ça expliquerait peut-être certaines choses qui vont arriver plus tard. Bref, Stuart débarque chez sa sœur ou sa mère avec l'intention de lui vendre l'idée comme quoi il ramènerait Sanford, son neveu ou son frère, avec lui dans le but de lui faire vivre une vie différente, qui lui apporterait de l'autonomie et de l'indépendance. Il irait à l'école du coin et les soirs et fins de semaine, Sanford l'aiderait avec les tâches sur le ranch. Il s'occuperait avec lui des poulaillers et des travaux manuels, genre construire le poulailler, le garage, la maison, tout ça. Sanford, à ce moment-là, il connaît très peu son oncle. Il ne l'a d'ailleurs pas vu depuis qu'ils sont partis beaucoup trop rapidement du Canada 2 ans plus tôt. Nous sommes maintenant en 1926, pour vous situer dans le temps. Il supplie du regard sa mère dans l'espoir qu'elle ne l'envoie pas aux États-Unis, dans un autre pays. Il sait qu'il n'a pas beaucoup son mot à dire avec sa mère. En fait, il n'a jamais son mot à dire avec sa mère. John Clark, son père, il est assis un petit peu plus loin puis il dit rien. Genre, lui non plus, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose à dire dans la maison à côté de l'immense caractère de Winifred. Sanford, il a premièrement ses amis au Canada, sa vie, sa sœur, son frère, toutes ses affaires sont ici. T'sais, il ne veut pas partir comme ça du jour au lendemain avec son oncle qu'il connaît à peine dans un autre pays. Là. Pour travailler dans un poulailler. Là. C'est ça. Comme pas, Son oncle, tout ce qu'il sait de lui, c'est qu'il veut être un grand pianiste. C'est quoi le rapport de travailler sur une ferme avec des poules? Mais bon. Puis pourquoi il faut que ça soit son neveu? Ça peut être quelqu'un d'autre, tu sais? Quelqu'un de sa famille, ouais. Bref. Sauf que Winifred accepte. Tiens, bonne affaire, ça va lui faire du bien un peu d'indépendance à mon fils. Est-ce que Stuart voulait réellement une aide sur le ranch ou est-ce qu'il n'avait pas trouvé la meilleure manière d'assouvir certains de ses besoins déviants? À savoir qu'au tout début, Stuart voulait avoir Kenneth, le plus jeune, mais Winifred avait refusé directement parce que c'était son fils préféré. Stuart, maintenant propriétaire du grand terrain, la maison va se bâtir, tel que prévu, le poulailler aussi. Et bien que l'aménagement de la propriété va de bon train, les choses commencent au contraire à se détériorer entre les murs de la maison. Gordon commence tranquillement à avoir des comportements assez problématiques avec Sanford. Des rapprochements inquiétants, inappropriés, des commentaires suggestifs, et assez rapidement, Stuart se mit à agresser sexuellement Sanford. 1, 2, 3 fois, puis ça devint une habitude. Sanford, premièrement en douleur totale, mais aussi honteux, n'osait pas le dire à ses grands-parents, George et Louise. De toute façon, George, il était super bête, il disait pas un seul mot, puis il le regardait même pas dans les yeux depuis son arrivée sur le ranch. Puis Louise, elle aimait beaucoup trop son petit Stuart, là. Elle ne serait clairement pas d'une grande écoute pour lui. J'imagine que vous vous en doutez, mais Sanford n'allait pas du tout à l'école non plus. Il était sur le ranch du matin au soir, tous les jours, à faire ce que Stuart lui ordonnait de faire. S'il n'était pas coopératif, ou même parfois juste pour le plaisir personnel de Stuart, Sanford était battu, puis violé. Les crises de colère de Stuart étaient très dévastatrices. C'était le début du calvaire. C'est dit dans certaines sources que Stuart aurait déjà eu ce genre de comportement avant, que Sanford n'était pas sa première victime. Peut-être que ça faisait partie des raisons pourquoi il avait fui leur pays natal, comme je le disais plus tôt. On dit également à plusieurs endroits que Stuart aurait lui-même été une victime d'agression sexuelle par un ou plusieurs membres de sa famille, étant plus jeune. Même que lors du procès plus tard, Stuart affirme être sodomisé par son père depuis l'âge de 10 ans. Beaucoup d'allégations, beaucoup de spéculations, beaucoup de choses dites. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
Encore une fois, vraiment difficile à dire. En même temps, ça serait pas surprenant que ce Non. soit vrai, malheureusement, mais c'est peut-être pas vrai non plus. Là, mais... Ouais. Chapitre 2. Un par un, des jeunes garçons disparaissent. Petit à petit, Stewart commence à rapporter de jeunes garçons mexicains sur le ranch. De jeunes travailleurs, selon ses dires. Sanford raconte que Stewart y faisait dormir les jeunes garçons inconnus dans les enclos du poulailler. Il exigeait à Sanford, qu'il appelait, by the way, « ma petite chérie », comme il se faisait lui-même appeler quand il était jeune par sa mère. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il exigeait à Sanford de leur apporter un peu de nourriture de temps à autre, de nettoyer les enclos au besoin, et tout ça, il le faisait pendant que Stewart jouait du piano à l'intérieur. De la petite musique douce. Pendant que de l'autre côté, il entendait les enfants gémir de douleur. Il aurait quelquefois été capable de se rapprocher d'eux seuls, mais il était bien sûr menacé d'être tué s'il essayait de les libérer, fait qu'il faisait pas grand-chose. S'il faisait le moindre faux pas et que Stewart entrait dans l'une de ses rages, il savait ce qu'il allait subir. Les agressions de son oncle étaient si violentes qu'il ne pouvait pas faire exprès pour le chercher. Il va dire plus tard que les jeunes garçons lui parlaient en espagnol, le suppliant de faire quelque chose. Ils étaient tous en piteux état. Ils ne comprenaient pas un mot d'espagnol, mais comprenaient très bien ce qu'il implorait. La majorité du temps, lorsque Sanford se levait un matin, le nombre de petits garçons avait changé. Certains n'étaient plus là. Ils avaient complètement disparu durant la nuit. D'autres fois, le nombre augmentait. Parfois, il n'y avait plus personne. Toutes les fois, Stewart prétendait que leurs travaux au ranch étaient terminés, qu'ils étaient allés les reconduire chez eux. Permets-moi d'en douter. Ben oui, leurs travaux étaient juste enfermés dans un poulailler. Là. À l'époque, les habitants de Los Angeles ignoraient tout de la présence d'un tueur impitoyable parmi eux. Jusqu'au 2 février 1928. À l'époque, les habitants de Los Angeles ignoraient encore tout de la présence d'un tueur impitoyable parmi eux. Les enfants disparaissaient, mais on n'avait pas encore entendu le mot meurtre. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'ils prenaient des victimes marginalisées, des Mexicains, des immigrants illégaux peut-être. C'est des disparitions qui vont pas faire jaser ben malheureusement. Oui, effectivement, malheureusement. Jusqu'au 2 février 1928. Les adjoints du shérif du comté de Los Angeles découvrirent dans un fossé, sur une route poussiéreuse de la banlieue tranquille de La Puente, en Californie, un adolescent de sexe masculin, un corps décapité dans un sac de jute. Un sac de nourriture pour volailles. Le jeune homme avait reçu une balle en plein cœur, tirée avec une arme automatique de calibre 22. Il avait été décapité, probablement moins de 24 heures avant la découverte du corps, selon les archives de la cour. On supposa qu'il s'agissait d'un certain José González, un jeune ouvrier agricole mexicain. Mais plus tard, Stewart parlera de la tête d'un certain Alvin Gotea. Était-il mélangé entre deux victimes? Dans tous les cas, comme les autorités ne pourront jamais identifier la victime pour sûr, les médias vont le nommer, et ce, jusqu'à ce jour, le Mexicain sans tête. Ben là. Donc, on ne sait même pas son vrai nom. Est-ce qu'il s'agit de Alvin Gotea, de José González? C'est pas clair. Peut-être que les deux ont vécu le même sort puis qu'il s'est mélangé. C'est pas clair. Mon Dieu, c'est triste, pareil. Ça n'a pas de bon sens. C'est encore comme cela qu'on le nomme aujourd'hui partout dans les sources. Désolant en esti. Excusez mon langage. Son cas fut le premier d'une série de disparitions de jeunes garçons et d'adolescents qui commencèrent à terroriser la région. Parce que là, on ne parle plus juste de disparition, on parle de meurtre. Sans vous laisser sur aucun suspense, le lendemain matin, après le meurtre de ce fameux Mexicain sans tête, Stewart arrive au ranch avec quelque chose dans un seau qu'il traîne dans ses mains. Il appelle Sanford. Ce dernier, il arrive tout de suite, puis il comprend immédiatement qu'est-ce que son oncle tient dans ses mains en sortant de sa voiture. Une fucking tête humaine. Sans aucune explication, il exigea que Sanford prenne la tête ensanglantée et il le força ensuite à s'en débarrasser en la brûlant dans un foyer avec de la chaux vive et en lui écrasant le crâne au préalable. Hey, ça fait 2 ans, lui, qui est là. Ouais. Le petit Sanford. Ouais, presque 2 ans à ce moment-là, qui se fait genre agresser probablement tous les soirs, tous les jours. Puis qui voit plein d'enfants arriver, qui se font sûrement utiliser comme genre des esclaves sexuels puis qui disparaissent quelques jours après.
Ouais, puis il peut pas leur dire quoi que ce dans soit. un champ, il peut juste rien dire. Ouais, puis il y a comme un problème de langage aussi. Genre, ils parlent tous espagnol, lui, il parle anglais. Puis bon, il les voit disparaître. Puis à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, en fait, il se demandait, ils étaient rendus où, ces petits jeunes-là? Il y avait peut-être espoir qu'ils étaient comme garochés dans la nature, au moins. Mais non, là, il le voit arriver avec une tête humaine. Fait qu'il y a un petit doute là, de ce qui se passe avec tous les petits jeunes depuis le début. Puis il a aussi peur pour sa propre survie, là, on s'entend. C'est sûr que Stuart, il fait par exprès. Là. Il lui montre la tête un petit gars du même âge que lui ou presque, puis comment. Exact. Si vous ne savez pas qu'est-ce que de la chaux-vive, eh bien, c'est une substance, plus précisément de l'oxyde de calcium, qui a la forme de poudre blanche très réactive, obtenue par la calcination du calcaire à haute température. C'est souvent utilisé dans l'agriculture, justement, pour changer l'état des sols. Genre, exemple, quand un sol est trop acide, le rendre basique et vice-versa. Mais ça, il faudrait demander à quelqu'un plus expérimenté que moi, là, parce que là, je pourrais pas t'expliquer exactement l'état des sols. Moi, ça me dit rien. Il faudrait demander à quelqu'un qui est dans l'amour et dans le pré, genre. Je connais pas ça. Mais en gros, sachez qu'au contact de la peau, la chaux-vive est extrêmement dangereuse et réagit violemment. On parle d'irritation majeure de la peau pouvant affecter les voies respiratoires. Fait que ça t'en dit long. Ça, c'est juste au mince contact. Donc, si tu mets de la chair humaine là-dedans, ça se désintègre assez vite. Ça accélère énormément la décomposition. Une bonne façon de faire disparaître les traces, mettons. Jusqu'à maintenant, donc, Sanford avait cru possible que quelque chose d'encore plus grave que des viols avait été infligé aux jeunes garçons dans le poulailler, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'était confirmé que son oncle était complètement détraqué. Chapitre 3. Walter Conrad Collins. Si vous connaissez un peu l'histoire, ce nom-là va vous dire tout. Genre, il va vous parler parce que c'est une grosse histoire, en fait, connexe au meurtre du poulailler de Wineville et à Stuart Northcott et tout. Une grosse histoire qui va quand même marquer les États-Unis. Je m'apprête à vous la raconter. Je vais peut-être pas aller dans tous les détails, mais je vais quand même vous relater de tous les faits essentiels pour que vous ayez une bonne idée de qu'est-ce que cette histoire. Oui, ça aurait pu être un épisode juste sur ce cas-là. 1 mois plus tard, pour vous situer à nouveau dans le temps, nous sommes maintenant rendus en mars 1928. Ça fait maintenant presque 1 an et demi que Sanford subit les sévices de son oncle et qu'il est témoin de ce qu'il fait également subir aux autres. À la maison, au Canada, Jessie Clark, sa grande sœur, ainsi que son père John, commencent à s'inquiéter. Winifred, quant à elle, en a rien à foutre, disons-le comme ça. Pour elle, Sanford n'est que du passé. Là. Elle regarde en avant et c'est tout. Mais sa sœur et son père s'inquiètent et tentent de contacter Stuart pour avoir des nouvelles de Sanford. Un bref échange de lettres se fera entre eux. Stuart est bien évidemment celui qui s'occupe de l'écriture de ces dites lettres. On s'entend? Les lettres ressemblent à ça. Là. Genre, c'est vraiment pas exactement mot pour mot, là, mais c'est ce que ça veut dire en gros. Genre, salut papa, salut Jessie. Comme si c'était Sanford qui écrivait. Je trippe ma vie ici. Et là, bien sûr, je vulgarise vraiment. Là. Ça se passe super bien à l'école. Je me suis déjà fait plein d'amis. Je pense vraiment être une bonne aide pour oncle Stuart sur le ranch. Je commence à devenir fort. Je crois que la Californie me fait vraiment du bien. Je ne m'ennuie pas du tout du Canada finalement, mais bien sûr, je suis content de vous parler. Je vous aime, Sanford. Il écrit ça à Jessie puis John. Après comme 1 an sans nouvelles, c'est un peu bizarre, là. Bull to the shit. C'est ça. Me semble nuance un peu en disant « Je m'ennuie beaucoup de vous, c'est pas facile, mais... » Tu sais, comme là, c'est bien trop juste du positif, là. Ouais. Niaisement qui tripe sa vie autant à travailler dans un poulailler perdu dans le fin fond de la Californie. C'est ça. Puis encore là, j'ai vraiment vulgarisé. Peut-être qu'il y avait quand même des mots là, qui avaient des nuances, mais comme en gros, c'est ce que ça voulait dire. Sauf que, aux côtés de son père, peut-être un peu trop nonchalant, Jessie, elle, n'est pas dupe. Exactement. Elle voit bien que, même si c'est bien l'écriture de son frère, elle le reconnaît, le contenu de cette lettre ne vient pas de lui. Ça ne sonne pas du tout comme lui. Quelque chose cloche. Il y aura plusieurs échanges entre eux, mais rien pour rassurer Jessie. Bien au contraire, elle s'inquiète de plus en plus. On l'aime, Jessie. On l'aime.
Et là, parenthèse pour vous rappeler que dans ces années-là, là, Jessie, bien qu'à ce moment-là, elle ait 19 ans, elle n'a pas les moyens de se taper un voyage Canada et États-Unis comme ça. Là. C'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. D'autant plus qu'elle a des comptes à rendre à sa mère, qui me paraît d'ailleurs, elle aussi, assez coucou merci, là, assez détraquée. Donc, si vous vous demandiez pourquoi elle fait pas juste le saut, genre, aux États-Unis, puis qu'elle aille chercher son frère drette là, c'est pas aussi simple à l'époque. Là. Puis elle a pas d'argent, puis tu sais, ça marche pas de même. Ben oui, ben ouais. Pendant donc que les horreurs se poursuivent au ranch, une disparition vient faire du bruit à Los Angeles. Le 10 mars 1928, Walter Conrad Collins Jr., 9 ans, habitant le quartier de Lincoln Heights à Los Angeles, disparaît. Après que sa mère lui ait donné de l'argent pour aller au cinéma, il ne rentrera plus jamais chez lui. Laisse-moi maintenant te parler de la première victime connue dans mon histoire. Ouais, là, c'est pas un Mexicain sans tête, là. C'est comme un enfant blanc issu de la classe moyenne, tu sais. Exactement. Le nom de la mère de Walter sera beaucoup trop prononcé par les policiers de l'époque. Elle sera dans les journaux, partout sur la sphère publique. Et pas pour les bonnes raisons, malheureusement, vous allez voir. J'aurais pu faire, comme on l'a dit tantôt, un épisode complet juste sur le cas de Christine Collins et son fils Walter. Mais je vais m'en tenir aux faits les plus importants et marquants de son histoire, comme je l'ai dit. Walter Collins est né en septembre 1918. Christine Haida Collins était mère monoparentale de son bébé, l'amour de sa vie, son petit Walter. Le père biologique de Walter n'avait jamais été présent dans la vie de son fils. En fait, Walter Joseph Collins, Senior, le père, peu avant la naissance du petit, sera incarcéré à la prison d'État de Folsom pour vol. Il avait également, selon certaines de mes sources, des démêlés avec des gangs, de la drogue et tout le tralala. Quand Christine s'aperçut que son petit Walter ne rentrait pas à la maison ce soir-là, elle fit le tour de la maison, en panique, puis le tour du quartier. Alla voir chez les voisins, aux maisons de petits copains où Walter avait l'habitude d'aller. Mais rien. Elle a mis son premier appel aux autorités ce même soir, du 10 mars toujours. Je dis premier appel puisqu'elle se fit répondre la phrase la plus fâchante qui soit. « Madame, on ne peut pas prendre votre signalement avant 24 heures. Les enfants ont tendance à s'enfuir de la maison, mais ils reviennent toujours, inquiétez-vous pas. » Et bien qu'elle leur affirma que ce n'était pas du tout le genre de Walter de s'enfuir, qu'ils étaient eux deux contre le reste du monde depuis toujours, jamais elle n'aurait fait quelque chose pour inquiéter sa mère, on lui répond que non, désolé madame, rappelez-nous demain s'il n'est pas rentré. T'es qui pour dire qu'un enfant part toujours mais revient? Genre, quand il y a en ce moment plein de disparitions autour à Los Angeles. On peut-tu bien écouter le fucking gut feeling d'une mère, s'il vous plaît? Bref, ça me rend en motadine. Christine va donc sagement raccrocher pour rappeler le lendemain. Même si, bien sûr, elle n'en revient pas. Là. Elle est complètement choquée de se faire répondre ça. Qu'est-ce que tu fais pendant 24 heures en plus? Là, tu dois juste paniquer. Ben, c'est ça. Elle va jamais être capable de dormir. Elle va jamais être capable de tenir en place. Là. Genre, c'est sûr qu'elle, tout ce qu'elle attend, c'est que ce soit 24 heures puis qu'elle puisse se rappeler. Là, le sentiment d'impuissance, là, de juste devoir attendre. 100%. Puis Christine, elle faisait pas partie des riches qui avaient une voiture à cette époque-là. T'sais, c'était rare, les gens qui avaient une charrette, là, une automobile. Elle prenait les transports en commun, le train puis tout. Fait que c'était compliqué là, pour elle là, de faire le tour du quartier. Ça impliquait beaucoup. Là, fait que terrible. Mais monsieur le policier a dit d'attendre ma belle madame, alors on va attendre. Elle va se rendre au poste de police du coin dès le lendemain. Son fils n'est clairement pas rentré depuis 24 heures. Il a forcément été enlevé, ça se peut pas. On prend sa déposition, son signalement, et on ajoute la photo de Walter aux autres photos de jeunes garçons disparus. Après ça, il ose dire les enfants reviennent toujours, puis il y a un mur de photos d'enfants disparus, genre. Ouais. Chris. Ouais. Mais bon, déjà, celui-là, contrairement aux autres, ben, il est blanc, donc il aura plus d'attention que les autres. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver votre fils. L'affaire va susciter automatiquement un vif intérêt national. Et là, je dis ça en parlant comme si c'était à l'époque, là, c'est terrible, mais vraiment, parce qu'il était blanc, il avait déjà plus de chance. Plus d'intérêt de la part des policiers. Ben, c'est encore de même aujourd'hui, malheureusement.
Les jours passent. Les gens de la région font ce qu'ils peuvent pour aider la pauvre Christine. La police, quant à eux, je sais pas trop ce qu'ils font. Un voisin raconte avoir aperçu un jeune garçon, pas mal certain que c'était le petit Walter, aux alentours de 17 heures, à l'angle de Pasadena Avenue et de North Avenue 23, dans son même quartier de Lincoln Heights, Los Angeles. De plus, un certain Richard Struthers dit l'avoir peut-être aperçu à l'arrière d'une voiture où il y avait 2 personnes assises sur la banquette avant. Un autre homme, un dénommé Staley, affirme avoir vu la même voiture contenant les 3 personnes, dont un petit aussi sur la banquette arrière, s'arrêter à une station-service à l'extérieur du quartier Lincoln Heights. Mais rien d'assez clair pour y comprendre quoi que ce soit. Pas plus de détails, pas plus de pistes. Le département de police de Los Angeles, le LAPD, était déjà sous enquête pour plusieurs affaires de corruption à cette époque-là. Et son incapacité de retrouver le petit Walter Collins était particulièrement embarrassante pour eux. Le chef de police, James Edgar Davis, subissait une forte pression pour résoudre l'affaire. Des recherches menées à travers le grand Lincoln Park vont rester infructueuses. On soupçonnait peut-être certains détenus, ennemis du père de Walter, d'être responsables de sa disparition dans un genre de motif de vengeance. Ouais. Ça se peut, il y avait des démêlés avec des gangs, tout ça. Puis on dit aussi qu'il travaillait dans la prison à la cafétéria, puis que sa job, c'était de spotter les autres détenus qui faisaient quelque chose de pas correct. Fait que c'était un peu un stooler. Fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'est vengé, puis qui ait dit hey, « Écoute, on fait disparaître son fils. » genre. Ouais, c'est vrai que c'est une hypothèse, là. C'est une hypothèse. Mais encore là, aucune piste ne va donner suite à quelque chose. Puis un beau jour arriva. En août 1928. Christine est à son travail où elle est opératrice téléphonique. 5 mois se sont écoulés depuis la disparition de Walter. Elle reçoit un appel. Le capitaine J.J. Jones du LAPD lui annonce qu'on a retrouvé son fils. Son petit Walter. Pas besoin de vous dire qu'elle est en choc total. Un mélange d'extase, de tristesse, de joie, de pleurs. Elle se tient plus debout, là. Of course. Hey, après 5 mois sans nouvelles. Là. Ben oui. Un policier de l'Illinois a arrêté un garçon qui se trouvait seul dans un café. Dans un premier temps, il se contenta d'affirmer que son père l'avait abandonné là, le laissant tout seul. Il se présenta au policier comme étant Arthur Jacob Hutchins Jr. Le policier trouvait cependant qu'il ressemblait un peu trop au petit garçon disparu récemment à L.A., le petit Walter. Il lui montra donc une photo en mode « Es-tu sûr que tu ne serais pas plutôt ce petit garçon de la Californie? » Une tactique un peu louche quand même. Tu mets littéralement des mots dans la bouche d'un jeune garçon de 9 ans, là, on se rappelle. Ouais. Bref, c'est concluant pour lui cette journée-là. Oui, c'est ça, monsieur. Je suis Walter Collins et je me suis bel et bien fait enlever en Californie. Le nom que je vous ai dit au début, ben c'était pas vrai. T'sais, j'avais juste peur qu'on me pose des questions sur mon père, tout ça. Mais son père est en prison. Ouais, mais genre, il disait comme... il était au café tout seul, puis il voulait pas mettre dans marde qui que ce soit, fait qu'il avait dit un nom, puis tout ça. Ah, OK, ouais. Genre, le nom de son père, à ce point-ci, si tout fonctionne, c'est son kidnappeur, là. C'est pas son vrai père, là. Il voulait pas le mettre dans marde, c'est ce qu'il dit. OK. Ce n'est pas l'histoire que l'on raconte à Christine, cependant. On se contente de lui dire que son fils est en Illinois et qu'elle a l'opportunité de lui payer son voyage pour qu'il débarque en train à la station la plus proche ou de se rendre là-bas elle-même. Bien sûr que je vais payer aller, genre, ils ont trouvé mon fils. Mais comme on y offre même pas de, genre, le ramener, on lui offre de payer le voyage pour le ramener ici. Quoi? What? On est comme, ton fils est en Illinois. Comment tu veux t'y rendre? Tu veux payer un billet de train ou tu veux te rendre là-bas toi-même? Genre, what the fuck? Le petit garçon avait avoué avoir esquivé les questions pour protéger son père, rendu là son assaillant. La police de l'Illinois avait alors contacté directement la police californienne pour leur dire tout ça. Ils vont leur avoir envoyé des photos du garçon et le capitaine J.J. Jones aura confirmé que c'était bel et bien lui. Puis, il l'aurait ensuite transféré en train à Los Angeles. Il me semble que tu fais confirmer les parents, pas un capitaine qui n'a jamais vu ce petit gars-là de sa vie. C'est ça, en effet. Puis, il me semble, là, Chris, tu vois la photo du petit gars, tu vois la photo de Walter Collins que tu tiens dans tes mains.
Je veux dire, c'est pas des sosies, là. Tu vois, là, clairement que c'est pas le bon, là. Puis t'es un détective. Mais à ce point-ci, C'est exact. supposé être ta job de bien observer les indices et les choses. Un capitaine, là. Fait que genre un haut placé. Fait que, mais tu sais, à ce point-ci, là, je pense même pas qu'il a regardé la photo. Il a entendu ça, puis il était comme parfait. C'est notre chance de se sauver la face, parce qu'on est mêlé dans plein d'histoires de corruption ce temps-ci, on trouve personne, tu sais, les enfants disparus, tout ça. On va se sauver la face, tu sais. Ça va leur donner au moins un peu de crédit, comment on a résolu une disparition. Exact. On dit à Christine de se présenter à la gare de train. On lui dit qu'il y aura des journalistes de partout. C'est un miracle après tout. On doit tout filmer, tout photographier. Un exploit de la police. Enfin, après tout ce temps. Genre ce que les policiers attendaient. Imagine comment devait se sentir Christine cette journée-là. Là. Genre, imagine. Là. Comme oui, elle est complètement genre excitée de revoir son fils. Oui, probablement qu'elle dirait comme je veux rien savoir de vos caméras, mais comme OK, là, fine. Genre, c'est quand même fou là, ce qu'on va vivre. Lorsqu'elle arrive, J.J. Jones et l'entièreté des grosses têtes du LAPD sont sur leur 31. Ils attendent avec impatience l'arrivée du petit Walter. Les retrouvailles d'une mère et de son fils. Ils vont pouvoir bien parler devant les caméras, être photographiés. C'est fou là, pour eux. Là. Ils sont toutes beaux, toutes propres. À la seconde où Christine vit le petit, elle savait. Ce n'est pas son fils. Elle déclara immédiatement au capitaine qu'il ne s'agissait pas de son fils. Pauvre petite. Et il l'obstine. Il la gaslight. Hey, ça, c'est l'exemple. J'ai jamais entendu autant de gaslight que ça. Le mot gaslight vient de cette histoire. Ça n'a Genre, pas de sens. on lui répond, ben voyons donc, ma petite dame, c'est complètement absurde. Bien sûr que c'est votre fils, tu sais. Regardez-le comme il faut. Ça doit être les 5 mois qu'il a subis durant son enlèvement, tu sais. Il a maigri, il a changé. C'est normal que vous le reconnaissiez pas, mais soyez pas bête, voyons, c'est votre fils. 5 mois, là, c'est pas 5 ans? Là? Vomi dans ma gueule! Le capitaine Jones lui assure que c'est elle qui fait défaut. Genre son propre enfant, là. Il lui dit de prendre le garçon chez elle, de l'essayer pour quelques semaines. Elle verra. Mais voyons! Ben, je ris, mais c'est tragique, c'est terrible. Tout ça se passe en petits chuchotements en attendant que les caméras s'en viennent, tu sais. C'est terrible. Prends-le en essai quelque temps. Tu nous diras si c'est bel et bien ton fils. What the fuck is that phrase, là? Comme, il sait, là, qu'il est pas correct, là, ce policier-là. Ben oui. C'est volontairement de la méchanceté, du contrefoutage de la vie de quelqu'un. 100%. Ah, c'est tellement pas correct. Du monde. Mais oui. genre, c'est fou comment on voit le pouvoir qu'il a à côté d'une simple femme des années 20. Les caméras arrivent. Christine est bien évidemment bouche bée. On la prend en photo avec le garçon, l'inconnu, et épuisée de protester sa légitimité, elle le ramène chez elle. Pas le choix, là. Elle va avoir l'air de quoi, là? Tu sais, si elle fait une scène devant tous les bels hommes là, de police. Puis clairement, c'est la seule qui a de l'empathie ici, puis elle se dit, je vais pas laisser ce petit gars-là perdu tout seul. Là. Ouais, genre, je vais essayer de comprendre c'est qui ce petit gars-là. Ouais, lui aussi, il a plus ses parents, là. Genre, what the fuck? Ouais. Là, prenons le temps de respirer un peu, là, parce que vous avez encore rien entendu sur ce qui va arriver à la pauvre mère, malheureusement. Elle appelle ensuite non-stop au poste de police pour dire au capitaine Fucker Jones qu'ils ont fait une erreur, tu sais, une erreur grave, que c'est complètement stupide qu'elle s'occupe en ce moment d'un pur inconnu, mais surtout qu'ils sont en train de perdre du temps précieux qu'ils pourraient mettre pour retrouver son vrai fils à elle. Là. Ben oui! Parce que là, c'est clos, là, l'affaire est clos, on arrête les recherches. Là. Hey là, c'est tellement frustrant. Là. Je pèterais aux frettes, là. Pour vrai, j'irais tuer tout le monde, là. Genre, je crisserais le poste de police en feu, j'exploserais. Je comprends pas. Puis elle doit rester calme. Ouais. Parce qu'on lui dit, madame, hey, hein, faites pas de scène, là. Voyons donc. Vous avez dû mal comprendre. C'est votre fils. Vous êtes juste un petit peu mêlés, genre. Et tabarouette. À rendre folle. Elle va au moins obtenir l'aide d'une seule personne dans toute sa quête. Mais au moins, une seule personne ne va pas la traiter de folle hystérique. Le révérend Gustave Briggleb. On l'aime. Briggleb était un pasteur presbytérien et un pionnier de l'évangélisme radiophonique.
Il officiait à l'église presbytérienne Saint-Paul, située sur Jefferson Boulevard, à l'angle de la 3e avenue à Los Angeles. Dans les années 1920 et 1930, il s'engagea dans de nombreuses causes importantes à Los Angeles, notamment la dénonciation des failles dans le LAPD, leur corruption et la gestion déplorable des enlèvements d'enfants qui s'accumulaient, dont celle de Walter Collins en 1928. Donc, ce monsieur-là, là, out of nowhere, a entendu qu'est-ce qui se passait avec Christine Collins, a vu ça dans les journaux, a été conscient de ça et a juste commencé à en parler à la radio. Parce que lui, il lisait la messe, il parlait, il y avait comme une radio là, pour les gens de sa communauté. Puis même que Christine Collins ne faisait même pas partie de la même religion que lui. Puis c'est pas grave, c'est pas ça qui l'arrêtait. Il dénonçait les injustices à la radio. Donc, il va être avec elle dès le début. Dès que l'on va commencer à dépeindre Christine comme une folle alliée qui ne reconnaît plus son propre fils, Brie Gleb sera avec elle dans toutes les démarches. Mais j'ai l'impression que Walter, il allait à l'école, il avait des amis. Je veux dire, d'autres gens pourraient dire, ben non, c'est pas Walter. J'y arrive. T'sais? OK. C'est ça, les fameuses démarches. Ensemble, ils feront les démarches auprès de la professeure de Walter, par exemple, qui affirmera ne pas reconnaître l'enfant. Mais parce que, tu sais, il arrive dans sa classe puis il est comme... Mais non, c'est pas lui. Là, ça fait depuis le début de l'année que j'ai ma classe, là, je le sais que c'est pas lui, là. Puis même qu'ils font des petits tests, là, genre, OK, va t'asseoir à ton bureau. Puis là, le petit gars, il sait pas où aller s'asseoir. Il s'assoit à la mauvaise place. Là, tous les autres enfants sont comme... c'est pas notre camarade de classe. Ah, mais pauvre petit gars aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, genre? Ouais, il veut juste passe, faire plaisir, on dirait. Il veut juste comme essayer de dire la bonne affaire pour rendre les autres contents, mais il est comme embarqué dans une histoire. Il a rien demandé, lui. Il sort d'où? C'est ça. Puis vous comprendrez, il sort d'où, là. Je vais y arriver. Mais pas non plus, genre, juste auprès de ses amis à l'école, de sa professeure. Ils vont même aussi faire des démarches auprès de son dentiste. Parce qu'un dentiste, ça a des traces, là, je veux dire, de la dentition de Walter. Oui. Là, ils ont tout. Puis ça, là, c'est unique à chacun, là, tu comprends? Puis c'est comme ça qu'ils arrivent à, genre, identifier des corps. Fait qu'imagine. Donc là, ils l'amènent au dentiste, puis ils vont regarder la dentition du petit inconnu. Puis ils vont bien voir que c'est pas pantoute le bon enfant. Là, premièrement, juste de vue, là, le dentiste qui regardait Walter Collins toutes ses premières années de vie, il sait très bien que c'est pas la bonne personne. Mais encore là, il va pouvoir le prouver dès qu'il ouvre sa bouche, tu sais. Puis, ben, Christine Collins et le révérend, comme son acolyte, vont demander des papiers, tu sais. Même si tu le dis, là, peux-tu faire des preuves comme quoi, non, ce n'est pas les bons relevés dentaires? Hey, tellement d'efforts, là, juste pour que la police fasse sa job. Genre, j'ai l'impression que ce détail-là, là, ben, c'est pas un détail, là, mais cet élément-là, aujourd'hui, là, ça se pourrait pas, là. Mais non. Genre, dire « ce n'est pas mon fils » suffirait, là. Voyons donc, là, c'est une niaisage, là. Genre, vous l'avez pas, là. Comme il y a du monde, là, qui viendrait à ta défense, là. 3 semaines après leur retrouvaille, Christine Collins ramène le garçon au commissariat. Elle apporte avec elle le dossier dentaire de Walter et plusieurs déclarations signées de personnes qu'il connaissait, attestant que ce garçon n'est pas le bon. Le capitaine Jones la traite de folle et prétendit qu'elle cherche à discréditer la police. Genre, il voit les papiers, là, les papiers officiels, puis il est comme « Madame, je vous crois pas, vous faites n'importe quoi. » Et là, hurlement de rage fois 1000, il l'a fait alors interné à l'hôpital psychiatrique général du comté de Los Angeles sous le régime du Code 12, une procédure permettant à la police de se débarrasser des individus dits perturbateurs, difficiles ou gênantes envers la police, souvent des femmes, en les plaçant en psychiatrie. Elle est hystérique. Pauvre Christine. C'est terrible, 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 terrible. Elle, là, genre, elle arrive avec ce qu'elle pense être des preuves 100% claires. Déjà qu'elle n'aurait pas besoin d'avoir ce genre de preuves-là pour dire que c'est pas son vrai fils. Puis on la menotte, puis on l'amène en psychiatrie. Mais je la comprends de virer hystérique, là. Elle est peut-être même pas, mais je veux dire, c'est la police qui la rend folle, là. Ben là, à ce point-ci, en effet... C'est normal, là, de perdre la tête un peu quand personne t'écoute, puis tout le monde te gaslight, puis toi, tu veux juste
Genre, ça fait 3 semaines que tu t'occupes d'un petit gars que tu connais pas. Puis c'était commun à l'époque de traiter les femmes d'hystériques. Ben oui, c'était facile. Pour toutes les raisons du monde, tu sais. Rien que parce qu'ils parlent, rien que parce qu'ils disent pas la bonne chose à leur mari, rien que parce qu'ils disent pas la bonne chose aux policiers, tu sais. C'était facile de s'en débarrasser. Ah, sont folles, sont hystériques. Oui. Là-bas, Christine va subir plusieurs traitements hyper troublants et violents afin qu'on la répare, entre gros guillemets. Qu'elle comprenne que c'était bel et bien son fils qu'elle avait à la maison, tu sais. Qu'elle retourne puis qu'elle s'occupe de lui comme une vraie mère, tu sais. Qu'elle sorte de son espèce de démence. Une femme en pleine santé, qui dit seulement la fucking vérité. Une femme qui souffre de la perte de son petit garçon puis du fait que les policiers ont arrêté les recherches. Bree Gleb va lutter pour la libération de Christine Collins jusqu'au bout, dès qu'il va apprendre qu'elle a été internée. Pendant l'incarcération de Christine, la police devint obligée d'interroger le petit inconnu suite aux pressions du public. Et là, le petit admet finalement être bel et bien Arthur Hutchins Jr., un fugueur de 12 ans. Un vagabond qui s'était simplement fait passer pour Walter à DeKalb, dans l'Illinois, quand un policier s'était approché de lui disant carrément « Hey, c'est-tu toi, genre Walter Collins? » Son but était de se rendre à Hollywood pour rencontrer son acteur préféré et éventuellement percer dans le monde du cinéma. Bien qu'il ne semblait éprouver aucun remords, on peut lui en vouloir. Là, il y a 12 ans. Là. Lui, il s'est fait mettre des mots dans la bouche. Il s'est fait dire « Est-ce que c'est vrai que tu viens de la Californie? » Lui, il a tout de suite pensé « Oh my God, Hollywood! » Puis, tu sais, il a vu peut-être une opportunité de quitter sa famille de merde. Là. Peut-être qu'il y avait réellement une famille de merde. Il a été retrouvé tout seul dans un endroit public. Il n'avait pas conscience de la gravité de ses gestes. Là. Je peux le pardonner. Là. Malheureusement, c'est quand même vraiment... Il a causé tellement de dommages. Là, mais... Ouais. Sauf qu'au final, c'est les policiers qui ont fait mal leur job de A à Z. Là. Depuis le début, c'est leur faute. Là. Genre, c'est pas de même ça fonctionne. Là. T'approches pas un enfant tout seul pour lui dire « Est-ce que c'est toi? » Quand clairement tu vois là, sur la photo, t'es pas cave. Là. Viens pas me dire là, que vraiment, tu sais, en tout cas. Christine fut libérée 10 jours après que le petit Hutchins eut admis qu'il n'était pas son fils. 10 jours là, de souffrance, de genre, on lui fait les électrochocs, on l'amène faire des affaires pas possibles parce que le LAPD est en train de juste trouver un plan pour pas perdre la face. Ouais, ils attendent, ils sont comme 10 jours de plus ou de moins. C'est ça. Mais c'est la torture là, à l'intérieur, là, la terreur complète. Là. Christine a vu des choses. Tout ce qu'elle essaie de dire, c'est genre, c'est pas mon fils. C'est fou, là. Les dommages sont déjà faits, là. Il est trop tard. Christine Collins portera plainte contre le capitaine J.J. Jones et le LAPD et gagnera son procès le 13 septembre 1930, beaucoup plus tard. Elle se vit attribuer 10 800 $, l'équivalent de 295 000 $ canadiens aujourd'hui. Not qui enough. Est beaucoup. Not enough. Mais not enough, mais bon, c'est... Bon. C'est une bonne somme, c'est surtout vrai pour elle, mais c'est vraiment pas suffisant. Je te le donne, tu as raison, c'est pas beaucoup. Mais somme que Jones ne lui versera jamais. Elle ne verra jamais la couleur de cet argent, qui aurait été quand même une somme importante pour qu'elle continue à faire des recherches pour son fils. Là, genre, elle aurait mis l'argent là-dedans, genre, mais elle va jamais voir cet argent. C'était sûr. J.J. Jones, ce dernier, sera expulsé du LAPD pour 4 mois. Tout comme le chef de la police, James Davis. Ha ha! Bonne blague. Le maire de Los Angeles, George Edward Cryer, est également mis en cause. Mais conséquence, j'en doute fort. J'ai rien à dire. Genre, c'est complètement... C'est une vraie blague. C'est une vraie blague. Ça n'a pas de bon sens. Genre, de lire tout ça, d'entendre tout ça, c'est qu'on dirait que c'est même pas possible. Mm-hmm. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du film Changeling, sorti en 2008 et réalisé par Clint Eastwood. J'ai pas vu, mais je connais, oui. C'est un film qui a été inspiré de cette affaire, justement. Le film met en vedette Angelina Jolie dans le rôle de Christine Collins et John Malkovich dans le rôle du révérend Bree Gleb. Il raconte, oui, l'histoire entourant la disparition du petit Walter Collins, mais effleure également, surtout vers la fin, les meurtres du poulailler de Wineville. Oui, il faut pas oublier que c'est connecté, là. Mon cas d'aujourd'hui, là, on s'en rappelle, là, la roue qui tourne, là, on revient à ça.
Mais c'est fou, tu sais, là, on connaît les détails un peu de les proches de Walter, puis comment ça a créé des gros drames, là. Mais il y a une vingtaine d'enfants que leurs parents les cherchaient. Ou plus ou moins, mais beaucoup de familles dans cet état-là. Beaucoup de familles ont perdu un enfant, puis se faisaient complètement ignorer, là. Là, on en sait juste une. Genre, rien se passait, là. OK, ils se sont pas fait ramener un imposteur à la maison, mais rien se passait, là. Rien. Les enfants disparaissaient that's it. By the way, le film Changeling, là, je vais en reparler un peu plus tard, mais incroyable. Genre, je l'ai écouté comme en fin de semaine passée pour, après avoir écrit mon épisode, juste pour me mettre dans le bain, puis c'est tellement bien fait. Genre, après avoir fait mes recherches, justement, fait que j'étais capable de voir... OK, genre, ils ont vraiment repris ça. Ah, mon Dieu, ils ont repris ça. Ah, ça, ils l'ont fait différemment, mais comme ça aide à comprendre, tu sais, à l'intérieur de l'asile psychiatrique, justement, tu sais, ils ont fait des choses différemment, mais ça aide à comprendre c'était quoi à l'époque, là. J'ai vraiment aimé le film, je vous le recommande. Bref. Mais là, justement, laissez-moi revenir au réel cas là, dont je vous parle aujourd'hui, les meurtres du poulailler de Wineville. Si l'on revient justement en mars 1928, le 10 mars 1928, Stuart Northcott, soit accompagné de Sanford ou de sa mère Louise, rôde dans sa Buick Roadster, décapotable, jaune citron, à la recherche de jeunes garçons. Arc! Accompagné de Sanford, un petit garçon, comme ça aide peut-être à ce que d'autres petits garçons rentrent dans la voiture, ou de Louise, une vieille femme, tu sais. Fait que là, tu te dis, ah, c'est safe, genre, je vais rentrer dans la voiture. Il faisait ça avec eux, mais genre, ces gens, en tout cas... Clairement, sa mère, elle l'aidait là-dedans, là. Non, sa mère, c'était sa petite chérie, là. Elle faisait tout pour lui, là. Le 10 mars 1928, notre monstre, Stuart, enleva un jeune garçon sur la route qu'il faisait probablement en mode repérage à Los Angeles. Il l'emmena sur son ranch où il le tortura, le viola et le tua à coups de hache. On suppose que Louise et Stanford auraient participé au meurtre. Les trois auraient chacun donné des coups de hache au garçon pour que les Northcott s'assurent de la fidélité du petit Stanford. Je me rappelle de ce segment-là. Tout ce chapitre, toute cette histoire, pour une simple phrase. Stuart le ramène, le viole, le torture, le tue. C'était Walter. On s'en doute. Chapitre 4. Lewis et Nelson Winslow. Peu de temps après, 2 autres victimes s'additionnent à la liste. Le 16 mai 1928, c'est sur le chemin du retour d'une réunion avec leur club nautique Model Yacht Club que 2 jeunes frères, Lewis Winslow, 12 ans, et Nelson Winslow, 10 ans, seront enlevés à leur tour par Stuart. Les garçons habitaient dans la ville de Pomona, en Californie toujours. Les victimes seront emmenées sur le ranch. Après les avoir torturés et violés pendant 10 jours, Stuart fera des faux espoirs au petit Sanford, lui disant que, bon, il va les laisser partir, ces deux-là. Genre, j'ai fait avec eux ce que j'avais à faire, on a échangé des lettres avec la famille, j'ai donné des bonnes raisons. D'après moi, si tu vas leur parler puis que tu leur dis genre de stick to the plan, genre de pas révéler quoi que ce soit, ils connaissent pas beaucoup d'informations sur nous, tu sais, fait que je vais les relâcher, ces deux-là. Sanford, il est complètement excité, il est comme, OK, genre, est-ce qu'il y a une mince comme chance qu'il y ait comme des survivants à tout ça, genre? Puis il va voir les 2 frères, puis il leur affirme, genre, de ne pas lâcher, que, genre, de tenir bon, que si ils gardent la version qui a été inventée par Stuart, là, puis envoyée par une lettre à leurs parents, ben ils vont être libérés sains et saufs, puis ils vont être ramenés à leur famille. Fait que de tenir bon, de pas lâcher, il leur donne des espoirs aussi. Lui, il en a, mais il leur en donne. Genre la raison, tu veux dire l'excuse de pourquoi ça fait 10 jours qu'ils sont pas revenus de leur club de bateau, là? Ouais. Genre, tu sais, mettons, il y a encore une fois, ils ont écrit une lettre, là, une fausse lettre, disant genre... nous avons rencontré nanana et nous sommes partis à tel endroit. Nous voulions vivre cette expérience, blablabla. C'est pas encore clair. Puis là, ben dans le fond, ils vont le ramener, ça fait que 10 jours, puis les 2 petits gars, un peu amochés, mais pas trop, vont juste dire « Mais c'est ça, on voulait avoir du fun, mais on s'est perdu, blablabla. » Ben, stick to the plan, on va vous ramener. C'est ce qu'il leur dit. En fin de compte,
tout de suite après leur avoir donné foi en la vie, Stuart arrive derrière Sanford, tue l'un des 2 garçons à la hache devant l'autre. Il va ensuite forcer Sanford à tuer l'autre frère avec une hache lui aussi. Après qu'il se soit genre attaché à l'idée que ces petits garçons-là ils allaient être sauvés, puis il les a regardés d'en face en leur disant « Vous allez être sauvés », là, il doit le tuer pendant qu'ils se regardent, là, les 2. Là. Il y a trop de plaisir à torturer, là. Il l'aiderait ensuite à enterrer les corps sur la propriété, encore une fois, pour assurer son silence. Ouais, parce que là, il est complice. Il Ben peut pas aller le stouler parce que ça va l'incriminer. Louise, c'est même Louise d'ailleurs qui va regarder Sanford à un moment donné puis qui va dire « Regarde, tout ce qu'on vient de faire, là, le meurtre des 3 garçons, puis la tête là, que t'as brûlée, tout ça, là, on est les 3 également responsables. Donc, si tu dis quoi que ce soit, les 3, on va finir à la pendaison. » Elle lui dit ça. Quelle famille de fuckés. Chapitre 5. Le début de la fin. Bon. Les meurtres auraient sans doute continué de s'accumuler sans l'intervention de la sœur de Sanford, Jessie Clark. Oui. Cette dernière réunit finalement péniblement l'argent nécessaire pour un voyage à Wineville afin de prendre des nouvelles de son frère. Thank God! Elle prit donc la décision de se rendre aux États-Unis en août 1928. Ses inquiétudes face à son petit frère étaient trop grandes et elle n'avait pas du tout un bon feeling sur la situation. Genre, pour vrai, une chance. Ouais, sans elle, je sais pas comment ça serait fini. Ça aurait pu continuer des années, là. Thank God, Jessie, là. Malgré les efforts de Stuart pour les empêcher de se retrouver seuls, Jessie parvint à lui soutirer la vérité. Parce que oui, elle arrive bel et bien sur la ferme, puis comme au début, elle est vraiment juste en mode je veux prendre des nouvelles. Fait que Stuart, ben, il paraît bien, là, il est comme ah, mon Sanford, c'est mon meilleur ouvrier, on fait des travaux ensemble, puis blablabla. Sauf que Jessie, elle sait que Sanford, il est pas comme d'habitude, c'est son petit frère, là. Puis ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est parti, puis qu'il n'a pas eu de nouvelles, là. Ça marche pas. Elle va justement réussir à soutirer la vérité à son frère un soir pendant que Stuart y regarde pas. Non seulement Sanford n'avait jamais mis un seul pied à l'école depuis son départ, mais elle en apprend aussi davantage sur le traitement que leur oncle avait sur lui. Elle fut complètement choquée puis dégoûtée par les révélations de son frère. Stuart l'agressait sexuellement depuis presque 2 ans maintenant, et il en était à son 4e meurtre connu. Sans compter l'autre quinzaine de jeunes garçons qui avaient séjourné quelque temps par-ci par-là. Genre, Sanford, il les a vus, là, ces garçons-là, il les a vus disparaître, mais pas plus. Sanford va d'ailleurs faire référence au petit garçon kidnappé, nommé Walter Collins, qui serait passé si souvent dans les journaux. Et là, Jessie, clairement, on en a entendu parler, là, genre... C'est connu là, qu'il y a plein d'enfants qui disparaissent. Surtout Walter, parce que c'était un petit garçon blanc, puis ça l'a fait full jaser dans les journaux à cause de sa mère hystérique, tout ça. Bon. Il lui confia également qu'il craignait pour sa propre vie et avait maintenant peur pour elle, comme elle l'était maintenant avec eux sur le ranch. Malgré ses fortes intentions de repartir avec son frère pour le sauver, le mieux qu'elle put faire pour l'instant, afin de ne pas se mettre ni elle ni son frère en danger, c'était de repartir et de faire quelque chose dès son retour au Canada. Puis c'est quand même bright, là. Mais ça devait lui prendre tout son petit change, là, de se dire « OK, on n'essaye pas de partir ensemble là, tu sais. » Hey, moi, je serais partie, là, genre... Mais si elle partait, c'était à pied, en campagne, tu sais. C'est Stuart qui est allé la chercher à la gare. Ah, c'est ça. OK, j'étais comme « Prends ton char puis va-t'en », mais c'est vrai, elle a pas d'auto. Elle n'a pas d'auto, elle est venue en train, puis comme... Tout ce qu'elle peut faire, c'est « Hey, merci, mon oncle, du beau séjour. Bon, ben, Sanford, on se reparle plus tard, tu sais. » That's it. Elle a été quand même chanceuse d'avoir un lift de retour. Hey, Seigneur, elle aurait tellement pu y passer. Ouais. Ça aurait été la goutte qui fait déborder le vase pour Sanford, mais il aurait compris qu'il n'y a plus rien à faire. Là, genre, son seul espoir, sa sœur qui vient lui rendre visite, fini capote, genre, ça aurait été la fin. Là. Fait que ça aurait pu arriver. Jessie Clark se rendit donc à Vancouver, en Colombie-Britannique, afin de débarquer au consulat américain. Elle leur raconte alors tout, en détail. Let's go! Apprends les choses en main, là. Vraiment. Le consul adresse alors une lettre au département de police de Los Angeles, le LAPD, détaillant la plainte sous serment de Jessie Clark. Ah, puis Dieu sait que le LAPD est très compétent, là.
Oui. C'est rassurant. Mais dans la plainte, ce qui les choque, en fait, c'est des inquiétudes initiales concernant un éventuel problème d'immigration. C'est ça qui les choque. Donc, le LAPD contacte les services d'immigration des États-Unis afin d'établir les faits relatifs à la plainte. Genre, c'est même pas comme il y a des meurtres d'enfants, wink wink, toutes les disparitions dans votre... Non, là. Ça, c'est comme, faut pas que ça se sache, là. C'est déjà assez un fiasco de même. Mais ils sont quand même, genre, voyons donc, un problème d'immigration, ils sont pas censés. Si c'était du Canada, je veux pas les avoir ici, tu sais. What the fuck? Ben, ils sont bright d'avoir utilisé cette excuse-là. Là. Ouais. Un Canadien illégalement aux États-Unis, si c'est ça qu'il faut pour que la police se pointe. Exact. Fait que thank God le Canada. C'est finalement le 31 août 1928 que les inspecteurs du service d'immigration des États-Unis, Judson F. Shaw et George W. Scarlern, se rendent au ranch. Genre, elle est arrivée, là, la petite Jessie, au début de août sur le ranch. Puis là, on est le 31 août, puis la police débarque. Genre, est-ce qu'elle est hot? Apercevant les agents remontant la longue route menant à son ranch, Stuart Northcott s'enfuit de sa propriété, ordonnant à Sanford de les retenir et le menaçant de lui tirer dessus avec un fusil depuis les arbres s'il n'obtempérait pas. Ouais, là, il est désespéré, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment la campagne. Là. C'est vraiment le désert. Fait qu'il les voit, là, les grandes polices arriver avec, genre, la fumée, la boucane, puis tout de sable. Fait qu'il est comme, là, tu les fais attendre, tu fais quelque chose, tu fais de quoi pour qu'ils s'en aillent. Puis si tu le fais pas, je te tire dessus parce que je vais te regarder, moi, de loin. Pendant les 2 heures qui vont suivre, tandis que Sanford essayait tant bien que mal de gagner du temps, Stuart s'éloignait de plus en plus. Puis, Sanford commença à se dire que les agents pouvaient peut-être, dans le fond, le protéger. Ben oui! Il prit confiance en eux. C'est alors qu'il déballa son sac, affirmant que clairement, Stuart avait pris la fuite. Sanford déclara aux enquêteurs que son oncle l'avait enlevé en 1926 et l'avait abusé de lui physiquement et sexuellement depuis. Il affirma également que ce dernier l'avait forcé à assister aux sévices et au meurtre de Walter Collins, Nelson et Lewis Winslow, ainsi que d'autres jeunes garçons, dont le Mexicain sans tête. Parfois, il l'obligeait même à y participer. Il dit que son oncle enlevait les garçons pour répondre à ses pulsions sexuelles et que lorsqu'il s'ennuyait, il les amenait dans la salle des incubateurs pour voir les poussins éclore et les tuait à la hache. Pour faire disparaître les preuves, il recouvrait leur corps de chaux vives. Les tombes des 3 garçons connus se trouvaient dans la cour arrière du poulailler. Et là, les recherches s'entament. What the fuck qu'on vient de trouver là, en pleine campagne? Hey! Quel choc, là, les policiers qui pensent juste arrêter une famille canadienne illégale aux États-Unis. Finalement, c'est genre un tueur en série d'enfants. Puis, tu sais, ils ont les photos là, avec eux. Tu sais, ils savent, là, les petits garçons qui sont portés disparus. Là. Fait qu'ils les nomment, qu'ils arrivent à les... Je sais pas comment ça s'est fait exactement, mais à les identifier. C'est fou, là. Ils s'attendaient pas à ça. Les autorités ont découvert 3 tombes peu profondes à l'endroit précis indiqué par Clark. Mais les corps entiers n'y étaient pas. Seulement de la terre imbibée de sang, des traces de chaux vives, des fragments d'os, dont 2 phalanges, une rotule et un fragment de crâne. Aussi 9 fragments de chair, 2 touffes de cheveux sur un morceau de cuir chevelu, ainsi qu'un ongle d'orteil fut trouvé dans ces tombes. Des haches et une hachette, trouvées parmi d'autres outils agricoles, portaient également des cheveux et du sang humain. On trouvera également un pistolet automatique de calibre 22. Plusieurs ossements étaient éparpillés dans le ranch. Les pathologistes vont déterminer plus tard en avoir trouvé 51, pour être plus exact. À l'intérieur de la maison, un livre emprunté à la bibliothèque municipale de Pomona, au nom de l'un des frères Winslow, a été retrouvé. Oh. On y a également trouvé d'autres lettres adressées à leurs parents, un sifflet d'enfant et plusieurs insignes de scouts, dont une casquette. Des vêtements leur appartenant seront plus tard identifiés par les parents Winslow. Par contre, rien qui puisse être directement attribué à Walter Collins n'a cependant été trouvé. Pas de vêtements, pas de traces. Lui, on ne peut pas vraiment savoir. On pense que Stuart et Louise Northcott auraient fort probablement exhumé les corps peu de temps après le départ de Jessie, se doutant qu'elle savait quelque chose. Ils les auraient transportés dans le désert des Mojaves et, je sais pas si je le dis comme il faut, là, Mojaves,
Et... je sais pas si c'est le même. Je te sais pas non corrigerai plus. pas. Là. On a mis toutes les On a essayé. options possibles. Et qui les aurait probablement brûlés à cet endroit-là, tu sais. Les 3 corps ne seront jamais retrouvés. Sont complètement stupides, mais un peu intelligents. Tu sais, ils se backent comme ils peuvent. Là. C'est parce que c'est une famille complète de détraqués, tu sais. Oui, qui savent que ce qu'ils font, c'est mal. Fait qu'ils ils se protègent leurs arrières, là, puis ils prennent des précautions, mais... C'est ça. Même Winifred au Canada, tu sais, pour qu'on sache qu'elle l'a envoyé avec son consentement, là. Tu sais, ça aurait pu être un kidnapping, mais comme non, moi, j'ai envoyé mon fils, pas de problème. Tu sais, c'est toute une famille de coucou, là. Coucou. Au début, on arriva à contacter seulement le père Northcott, George. Ce dernier va déclarer aux policiers avoir reçu une certaine confession de meurtre de la part de son fils Stuart Northcott et de sa femme Louise Northcott, avant que ces derniers prennent la fuite. Mais sans plus. Il dit « Ouais, j'ai eu une confession, mais honnêtement, tu sais, moi, je suis pas là-dedans. » là. On enclenche alors une chasse à l'homme partout à travers la Californie ainsi qu'au Canada. Chapitre 6. Les arrestations, les aveux et « bull to the shit », ma nouvelle expression préférée. C'est finalement après plusieurs jours de recherche intensive que les 19 et 20 septembre 1928, Gordon Stewart Northcott et sa mère/grand-mère Sarah Louise Northcott furent arrêtés. Le 19 septembre, en Alberta pour Louise, tandis que pour Stewart, ce sera plutôt le 20 septembre à Vernon, Colombie-Britannique. Tous deux étaient rendus au Canada. Décollissé du Canada, tellement. Honte. Louise, fidèle à elle-même, voulant tout faire pour épargner son fils, confessa directement le meurtre du petit Walter Collins au policier qui l'arrêta. Elle dit automatiquement que Stewart n'a rien à voir dans tout ça, qu'un seul meurtre a été commis sur le ranch de Wineville et que c'est elle la coupable. Mais tu sais, elle joue mal ses affaires, parce que les affaires qu'on va trouver, c'est ceux des Winslow, en tout cas, whatever. That's it. Lorsqu'on lui explique alors les conséquences de ses aveux, elle se rétracte. Mais oui, madame. Elle sera ensuite renvoyée aux États-Unis. De son côté, Stewart commença direct en partant en se moquant des policiers. Il avait une attitude hautaine, condescendante, baveuse. Il y a genre 20 ans, là, à ce moment-là, Stewart? Stewart a 20 ans. Hey, dans ma tête, on dirait un vieux monsieur dégueulasse, là. Ouais, Stewart a 20 ans. 20 ans, puis il a fait tout ça, là. Décolle ça. Il y a 20 ans, Sanford, à ce moment-là, il y a 15. C'est tout petit monde, là. Puis les parents, bon, ils ont dans la... quarantaine, là, je sais plus exactement, cinquantaine. Ouais. Je vais revenir avec leur âge plus tard. On pourra, bref, peu importe, on s'en fout. 20 ans, là, c'est 7 ans de moins que nous. Ça n'a pas de sens. Je sais, moi aussi, j'imagine un vieux. C'est comme nous au cégep qui faisait ça, genre. Ouais. Puis les photos aussi de l'époque, là, on dirait que les gens avaient l'air plus vieux dans le temps. Là, je sais pas, là, ils étaient vieux de la vie, là, je sais pas, mais leur visage, là, mon Dieu, on dirait un vieux monsieur, tu sais, toute la gang, là. Mais non. En tout cas. Bref, il est condescendant avec la police, il est baveux, il leur rit d'en face, il en a rien à foutre, là, lui, puis c'est de même dès le début. Il va commencer au Canada par avouer une 20aine de meurtres. Puis ensuite, quand on va lui reparler, il va dire « Non, c'est pas vrai, j'en ai pas fait 20, j'en ai juste fait 5. » Tu sais, il donne un peu des chiffres aléatoires. Il niaise complètement les officiers qui s'occupent de lui. Il se trouve drôle, impossible de savoir sur quel pied danser. En décembre, la police ramena Northcott à son ranch afin d'obtenir davantage d'informations. Sur place, il avoua verbalement 5 meurtres, dont celui de Walter Collins, des frères Winslow, et d'un jeune Mexicain nommé Alvin Gotea, le Mexicain sans tête. Cependant, plus tard dans la journée, arrivé au poste, Northcott n'admit qu'un seul homicide, celui d'Alvin Gotea. Il dit genre, non, je vous ai dit un peu n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment juste le Mexicain sans tête, les autres, c'est pas moi. J'ai aucune idée. Il fait n'importe quoi, là. Ouais, tu vois le genre, là. Ça tourne par rond. Exact. Chapitre 7. Qu'en est-il des procès? Suite à leur extradition, Sarah Louise Northcott, quant à elle, va de nouveau avouer et plaider coupable du meurtre de Walter Conrad Collins Jr. aux États-Unis. Elle ne sera pas jugée, car suite à son plaidoyer de culpabilité, elle sera immédiatement condamnée. Une simple audience sera nécessaire. Le 31 décembre 1928, c'est le juge Morton de la Cour supérieure qui la condamna à la prison à vie.
échappant ainsi la peine de mort pour sa part en raison de la loi actuelle qui... C'était pas... on pouvait pas mettre une femme en raison de son sexe là, condamnée à mort. Ouais. Donc, elle échappe à la peine de mort, mais de justesse. Donc, il la condamne directement prison à vie pour meurtre. En 1920, c'était encore... les femmes peuvent pas être condamnées à mort. Surprenant. Ben, je sais pas si c'est... C'est-tu parce qu'elle avait plaidé coupable ou c'est vraiment parce que c'était une femme? Ben, elle a plaidé coupable de un, elle s'est montrée comme... Ouais, d'habitude, quand tu plaides coupable, t'évites la peine de mort. Tu sais. Ouais, mais non, c'est vraiment dit dans plusieurs articles, en raison de son sexe, le juge n'a pas eu le choix de éviter cette... ouais. Puis je sais pas à quel point c'est genre partout, mais tu sais, je sais qu'en Californie, c'est un peu moins peine de mort et compagnie, ou genre, il y a eu des moments où ça l'était peut-être un peu moins peine de mort et compagnie, fait que je sais pas, là. C'est peut-être genre à ce moment-là, le juge, il pouvait pas. C'était pas une option de sentence. OK. Mais regarde, corrigez-moi si je me trompe, là. S'il y a des auditeurs qui savent plus... Ouais. Mais dans plusieurs articles, c'était vraiment écrit genre, en raison de son sexe, le juge ne pouvait pas. Curieux. Donc, bref, dites-moi, expliquez-moi tout ça, là, si jamais vous en savez plus que moi, mais qu'importe, elle a été condamnée à la prison à vie. Lors de l'audience de détermination de sa peine, elle va clamer l'innocence de son petit-fils en affirmant être en réalité sa grand-mère, puisque Gordon Stewart Northcott serait le fruit d'un inceste entre son mari, Cyrus George Northcott, et leur fille, Winifred Clark. Elle va également déclarer que durant son enfance, il aurait été victime d'abus sexuels de la part de toute sa famille. Elle tente clairement de faire passer Stewart pour une pauvre victime. J'arrête à son procès, là, puis elle pense encore à genre « mon fils ». Mais comme, bon. Après le... Puis même si son fils est un monstre, là, c'est plus ça, là, genre, elle décroche pas, là. Après le prononcé de sa sentence, Louise va tenter de s'enlever la vie et elle va supplier les autorités d'épargner la vie de son fils. Comme Louise avait déjà avoué et été condamnée pour le meurtre de Walter, l'État ne put donc poursuivre Stewart pour ce même crime. On suppose que Stewart aurait pu tuer jusqu'à 20 jeunes garçons, mais l'État de la Californie ne put fournir aucune preuve à l'appui de cette allégation. C'est donc pour les meurtres du Mexicain sans tête et des frères Lewis et Nelson Winslow que Stewart sera jugé. Le procès de Gordon Stewart Northcott va débuter le 11 janvier 1929. Il ment, hurla l'accusé, tandis que Sanford témoignait devant le tribunal. Le garçon décrivit la nuit où Northcott était rentré avec un seau contenant la tête du Mexicain. Il raconta les meurtres des frères Winslow, avouant avoir frappé le plus jeune. « Je l'ai frappé avec la hache parce que Stewart m'a dit que sinon il me tuerait. » Northcott a insisté pour contre-interroger lui-même son neveu. Hey, il a le droit de faire ça? Il a demandé ça directement au juge. Mais il faut savoir là, que Stewart, pendant le procès, il criait, il riait, il chillait avec les procureurs, genre pendant la pause, genre le break. Il était vraiment là, en mode, genre, il était plus confortable que s'il était dans sa propre maison, genre. Il était à l'aise, là, il vivait sa best life, là. Fait que lui, il parlait quand ça y tentait. Puis c'est vraiment quand il a dit, genre, je peux-tu comme contre-interroger mon neveu moi-même, que son avocat de la défense va automatiquement démissionner, laissant l'accusé seul face à son interlocuteur. Bon, il a dit, c'est sûr que je perds anyway. C'est un genre... Adieu. Ouais, j'abandonne, genre. Lors de son procès, Northcott se montra aussi exubérant qu'agaçant. Avec ses coups d'éclat incessants, le procès était pour lui l'occasion d'obtenir un maximum d'espace médiatique. Il fit traîner les choses en congédiant successivement 3 avocats de la défense, choisissant finalement de se défendre lui-même quand l'autre a pris sa démission en live. Ce qu'il fit avec une grande vigueur, mais aucune compétence. Ben oui. Il se fit appeler à la barre comme témoin, ainsi que par le procureur de l'État, Earl Wedwine, qu'il se mit ensuite à insulter avec des obscénités. Pendant les pauses, il plaisantait avec les procureurs. Il était aussi à l'aise dans la salle d'audience qu'un avocat, mais il n'y connaissait rien en droit, là. Genre du gros n'importe quoi. C'est tellement de la perte de temps, là. Ouais. Lui, il a juste du gros plaisir. Il se dit, anyway, vous m'allez en prison, j'ai juste profité de mes dernières semaines pour chiller puis avoir du fun. Ouais. Il y a du monde qui... Tu
Tu sais, c'est pour des meurtres d'enfants. Il y a des avocats, il y a un juge qui font leur travail. Les c'est familles sérieux, des victimes là. sont dans la salle. Puis lui, ça y passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis on n'a comme pas le choix parce que c'est son procès, il faut qu'il soit là. Il y a des droits, mais... Puis dans le film, là, Changeling, c'est tellement poignant, ce bout-là, parce que les familles des victimes sont dans la salle, tu sais, comme toujours dans le procès d'un meurtrier. Puis dans le film, puis là, je sais pas ça s'est passé comment dans la vraie vie, mais j'en dirais j'ai pas de misère à le croire que ça s'est passé comme ça, là, mais il regarde les familles des victimes. Il y a Christine Collins dans la salle, puis il les niaise, genre. Il est comme, ouais, vous voulez savoir hein, si j'ai... Ben, je vous le dirai pas. Tu sais, genre vraiment, là, coucou. Le docteur Marcus, psychiatre et somnothérapeute de Los Angeles qui a examiné Northcott, a déclaré qu'il présentait 3 des 9 caractéristiques de la psychopathie inférieure constitutionnelle. Il était définitivement un menteur pathologique, un criminel et un pervers sexuel. Le procès va alors virer au théâtre de l'absurde, surtout lorsque Northcott se présente seul à la barre des témoins et s'interroge lui-même. Il se pose des questions, puis change de place et se répond. Rodney Alcala aussi a fait ça. Ouais. C'est vrai. Genre, il Le y en a dating plusieurs. show killer, Genre, mais- what the fuck? Qu'est-ce que c'est fucké, là? Moi, être le juge, je serais juste genre, hey, on arrête-tu ce cirque, là? Vraiment. Et le cirque va s'arrêter. Le 8 février 1929, Gordon Stewart Northcott sera finalement reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré devant un jury exclusivement masculin par le juge George R. Freeman au terme d'un procès de 27 jours. Il sera condamné à mort par pendaison le 13 février suivant. Apprenant que son fils serait pendu, Louise va supplier les autorités de la pendre elle aussi, avec lui, en sa compagnie. On s'entend, ça fonctionne pas comme ça, ma chère. Non. Alors, Vis ta vie sans ton fils. ouais, genre Ça là, va être ça ta punition. c'est vos conséquences. Là. Ouais. On est rendu là, c'est la fin. Madame, il n'y a plus rien à faire. Là. Alors qu'il attendait son exécution, Stewart, quant à lui, s'amuse à faire des gestes obscènes aux gardiens de prison qui s'occupent de lui, à envoyer la police sur des fausses pistes, à narguer cruellement les familles des victimes, entre autres Christine Collins. 2 fois, il la fera venir à lui pour lui confesser le meurtre de son fils, en disant genre, je vais mourir bientôt, j'aimerais te le dire de vive voix. 2 fois, elle va se présenter à la prison pour lui parler, le don, la veille de sa mort. Et les 2 fois, il changea d'avis en ne voulant rien dire lorsqu'elle était rendue devant lui. Quelle ordure! Ben oui, il veut du contrôle, il veut manipuler puis torturer jusqu'à la dernière seconde, là. Le directeur de la prison San Quentin, Duffy, se souvint de ses conversations avec Northcott comme d'un récit sordide de massacre, de sodomie, de fellation et de torture si saisissante qu'il lui donna la chair de poule. Il sera finalement pendu le 2 octobre 1930 à la prison d'État de San Quentin. Les récits de ses dernières paroles sont nombreux et contradictoires, mais la source la plus fiable est le Los Angeles Times, qui rapporte que Stewart Northcott, à l'approche de la mort, tremblait et murmurait « S'il vous plaît, ne me pendez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas. » Il était rendu une épave pâle, tremblante. Il était rendu tout frêle, là, pas capable vraiment de s'exprimer. Puis tout ce qu'il faisait, c'était de supplier. Il aurait demandé si c'était possible qu'on lui bande les yeux sur l'escalier qui montait à la corde pour être sûr de ne pas voir rien de la scène. Il y avait un peu plus de 140 personnes qui assistaient à son exécution. Il aurait finalement, comme dernière parole, demandé au père « Priez pour moi, s'il vous plaît », juste avant qu'on ouvre la trappe en dessous de ses pieds. Selon certains témoignages, les genoux de Northcott auraient fléchi lors de l'ouverture de la trappe, ce qui fait qu'il serait comme mal tombé. Pas tombé aussi fort qu'il aurait dû à la base s'il n'avait pas bougé. Cela aurait donc tendu la corde et l'empêché lors de sa chute de se briser la nuque. Il aurait alors vécu une agonie de près de 12 minutes avant d'être étranglé à mort. Il avait 23 ans. Une fin... karma. Ouais, il a agonisé. Genre,
je veux pas me prononcer sur comment je me sens par rapport à tout ça, puis si j'ai de l'empathie pour lui, mais genre, juste de savoir qu'il a torturé des gens toute sa vie, puis que là, il a agonisé, j'ai pas le choix d'avoir un petit baume, là. C'est le retour du balancier, là. Puis, tu sais, je sais pas si le LA Times a juste voulu un peu soulager le public qui était choqué en disant comme pour vous réconforter, on va vous dire qu'il avait super peur puis qu'il était misérable, tu sais, pour comme que le monde fasse genre yes, haha. Mais tu sais, c'est ça. En même temps, j'espère qu'au moins il y a eu une petite prise de conscience, mais peut-être qu'il s'en foutait tout le long, tu sais. C'est pas clair, on le saura jamais. Mais ça a été rapporté par des gens qui regardaient. Puis il y avait les familles des victimes, il y en avait qui étaient présentes, tu sais. Fait que c'est peut-être aussi dans leur tête, ils étaient comme, clairement, ils se sentent mal en ce moment, clairement, ils demandent ça, puis clairement, tu sais. Mais rendu là, bon, voici les faits. Rendu là, on peut espérer qu'il y avait un peu la chienne. Sarah Louise Northcott purgea sa peine à la prison d'État de Tehachapi et fut libérée sur parole après moins de 12 ans de sa sentence. C'est vrai, j'avais oublié. Cyrus George Northcott finira sa vie en psychiatrie. Il meurt à l'âge de 77 ans le 8 avril 1944. Et là, la même année, Sarah Louise Northcott, quant à elle, finit par faire de la démence et meurt le 21 novembre 1944 à l'âge de 75 ans. Les cendres du couple seront jetées à la mer. Et le fun fact, pas fun, l'un des oncles paternels de Stuart, donc du côté de George, mourut dans les mêmes années à peu près là, à San Quentin, alors qu'il purgeait une peine de prison à perpétuité pour meurtre. Belle famille. Belle famille. Belle famille. Et là, j'imagine que vous vous posez peut-être la question. Qu'en est-il de Wesley Sanford Clark? Le petit Sanford. Chapitre 8. Les Clark. Eh bien, Sanford Clark ne fut pas jugé pour meurtre, puisque le procureur adjoint Loyal C. Kelly était convaincu de son innocence. Kelly affirma que Clark avait été victime de menaces de mort et d'abus sexuels de la part de Northcott et qu'il n'avait pas participé volontairement au crime. Kelly recommanda plutôt son placement à l'école d'État de Whittier, rebaptisé par la suite Centre correctionnel pour jeunes Fred C. Nellis, où un programme expérimental pour jeunes délinquants était en cours à ce moment-là. Il assura à Clark que l'école de Whittier était unique en raison de sa mission empreinte de compassion et de véritable volonté de réhabilitation. Donc, c'était quand même important pour lui qu'il aille quelque part, dans un centre pour jeunes. Clark fut alors condamné à 5 ans de détention dans cet établissement. Pauvre petit, pareil, là. Ouais. Genre, je comprends que ça finit plus son calvaire, là, mais ça va finir. Genre, je comprends qu'aux yeux de la loi, t'es comme, faut que... Tu sais, il a quand même tué du monde, là, mais... il a vécu des choses, puis il faut juste qu'on s'assure qu'on le... Puis ça a bien été fait, je trouve. Il faut quand même qu'on s'assure qu'avant qu'il soit juste relâché... après tout ce qu'il vient de vivre, qu'il n'y ait pas des traumas, qu'il ne montre pas quelques signes de... T'sais, on ne sait pas, là. Fait que je trouve que ça a quand même bien été fait à ce niveau-là. Puis, justement, je m'en viens à ça, mais sa peine fut réduite, finalement, à 23 mois en détention, car il avait impressionné les administrateurs par son tempérament, ses compétences professionnelles et sa volonté de mener une vie productive durant ses presque 2 années passées là-bas. Wow! Sanford Clark retourne ensuite dans son pays natal, à Saskatoon, en Saskatchewan. Il va ensuite servir dans l'armée royale canadienne lors de la Deuxième Guerre mondiale et va travailler par la suite pour Post Canada jusqu'à sa retraite à 61 ans. Il aura réussi à reconstruire sa vie. Époux dévoué, papa aimant de 2 fils qu'il aura adoptés, Jerry et Robert Clark, parce qu'il ne pouvait pas concevoir d'enfants avec sa femme. Citoyen actif, il meurt le 20 juin 1991 à l'âge de 78 ans. Et honnêtement, je suis juste contente qu'il ait vécu une vie genre sans problème. Jusqu'à la fin, genre normal. Loin de toute cette famille de fuckés, j'espère. Son fils, d'ailleurs, Jerry Clark, publiera ses souvenirs plus tard dans un roman. Le roman s'appelle The Road Out of Hell, sorti en 2009 et coécrit par un certain Anthony Flacco et Jerry Clark lui-même. Puis ça raconte en fait l'histoire d'un jeune homme maltraité. Le livre y relate les longs mois de son emprisonnement, de ses tortures, de son asservissement. Tout cela avant son 15e anniversaire, on se rappelle. Mon père a subi des sévices sexuels et physiques presque dès son arrivée.
Il aurait entre autres été jeté dans une fosse et enchaîné. Il remercie sa tante, Jessie Clark, d'avoir sauvé son père lorsqu'il était jeune. Cette histoire étonnante était, selon Jerry Clark, une histoire qu'il avait l'intention d'écrire depuis des décennies. Je me suis dit, bon, vous savez, je dois le faire, là, je dois faire connaître sa version des faits au cas où certaines personnes diraient « Ah, mais tu sais, pourquoi il a fait ça? Tu sais, pourquoi il l'a fait quand même? Pourquoi il n'a pas eu une peine plus lourde? Il a quand même tué des gens, tout ça. » Eh bien, je voulais qu'il voie quel genre de personne mon père était pour vrai. Clark était adolescent et se rendait à un match de hockey avec son père lorsque Sanford lui a raconté son terrible passé. Bien qu'il ait mené une vie productive, sa dépression et son sentiment de culpabilité ne l'ont jamais réellement quitté pour de bon. Sûr, là. Toute sa vie, il n'aurait pas arrêté de se dire « j'aurais dû faire quelque chose ». Genre, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais bon, je trouve que le livre de Jerry puis ses propos, ça témoigne quand même bien de comment son père était pour vrai. Puis je pense pas qu'il aurait vécu ce genre de vie criminelle-là s'il avait pas été enlevé par Stewart. T'sais. Ouais, puis juste de voir comment il a viré, il aurait pu virer complètement dans la criminalité, mais il a refait sa vie là. super résilient, super positif. T'sais. Ouais. Ça en dit long, là. Chapitre 9. Wineville, aujourd'hui. Wineville a changé de nom pour devenir Myra Loma le 1er novembre 1930, en grande partie à cause de la mauvaise publicité entourant les meurtres. Wineville Avenue, Wineville Road, Wineville Park et d'autres références géographiques rappellent l'ancien nom de la communauté. Avec ce changement de nom, l'affaire des meurtres du poulailler de Wineville fut enfin close. Cela permit à la ville de se dissocier des actes horribles commis par la famille Northcott. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. Mais en même temps, genre, OK, je comprends pour la ville de Wineville parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Les gens qui habitaient autour, c'était probablement justement des agricoles, peut-être même les parents de ces jeunes Mexicains, tu sais. Fait que je comprends vraiment pourquoi ils ont changé de nom. Mais honte au LAPD de l'époque, là, genre, tu sais, en tout cas. Et pour finir, chapitre 10. Christine Collins. Christine Collins continuera ses recherches désespérément jusqu'à sa mort. Le procès de Gordon Stewart Northcott ne l'a pas du tout convaincue. En effet, comme le corps de son petit Walter n'a jamais été retrouvé, cela était suffisant pour elle pour garder espoir qu'il soit toujours en vie quelque part. Même qu'un événement en particulier vint lui ramener espoir quand un garçon, que l'on pensait vraiment être une victime de Northcott, va être retrouvé sain et sauf 5 ans après l'exécution de Stewart. Il va revenir au poste de police, dire qu'il a été enlevé, tout ça, puis que, genre, je suis réapparu. Ça va donner clairement espoir à Christine qu'il est arrivé la même chose à Walter, puis qu'il va peut-être réapparaître un jour. C'est à ça que s'accrochait sa vie, le rendu là. Christine Collins continuera de chercher son fils toute sa vie, mais en vain. Elle meurt le 8 décembre 1964 à Los Angeles à l'âge de 75 ans. Elle aura passé 36 ans de sa vie à chercher son fils. C'est tragique. Là. Je la comprends qu'avec tout ce qu'elle a vécu, et comme tant que j'ai pas son corps devant moi, vivant ou décédé, je crois personne d'autre. T'sais. Puis genre, jusqu'à la dernière seconde, il n'a pas voulu me l'avouer. On n'a jamais rien retrouvé à la ferme de Walter. Elle a dit... Genre, j'ai confiance qu'il est quelque part. Puis j'aime penser qu'il est quelque part, tu sais. C'est comme ça qu'elle a réussi à vivre sa vie, parce que sinon, je peux même pas imaginer. Pour conclure, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, les horreurs des meurtres du poulailler de Wineville ont été remises en lumière en 2008 avec la sortie du film Changeling de Clint Eastwood. Le film illustre vraiment bien la persévérance de Christine face à l'injustice du système judiciaire et sa quête de vérité sur la mort de son fils. On y voit des images troublantes de la misogynie de l'époque, qui existe encore à plusieurs endroits dans le monde aujourd'hui, du traitement des forces de l'ordre et sur sa séquestration dans un asile. Ce moment du film illustre très bien ce qu'ont vécu nombre de femmes dites hystériques à cette époque. Hospitalisées selon le code 12, soit pour aucune autre raison que d'avoir répondu à un officier de police. Bref, je trouve que la reconstitution aussi des années 20 dans un Los Angeles, les voitures, les lieux, tout ça, c'était vraiment, vraiment très bon.
J'avais jamais vu ce film-là avant. Je l'ai écouté vraiment parce que là, je parlais de ça dans un épisode. Et je vous recommande le film à 110 %. Je termine là-dessus. C'était mon épisode d'aujourd'hui. Wow! Hey, tu me ravivais des images que j'avais eues par le passé que j'avais essayé d'effacer de mon esprit. Ah oui, hein? Je m'excuse. Ben non, c'est correct. On est là pour ça. Ouais, mais voilà. C'était l'histoire du poulailler. Ben de merci. Wineville. Merci, c'était super détaillé. J'avais vraiment l'impression d'être immergée dans l'histoire. Bravo. Ben merci, Et merci. j'ai beaucoup de peine pour tous les gens impliqués, toutes les victimes impliquées. Surtout, Vraiment. là. Vraiment. C'est dégueulasse. Faut pas qu'on les oublie. Non, vraiment Puis je pas. trouve ça tellement décevant qu'on n'ait pas tous les noms des victimes puis qu'on n'ait pas le nombre. On n'a n'a même pas de nombre, tu sais. Ouais. Aïe. Mais bref, merci. J'ai travaillé fort pour Ben, faire ça un paraît. bon épisode. Ça paraît, c'était bon. Puis, Ça me fait voyager. Ben, plaisir. Puis j'espère que vous avez, vous aussi, aimé l'épisode. Allez nous mettre un petit 5 étoiles sur vos plateformes où vous écoutez notre podcast. Oui, n'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram et notre Facebook. Encore une fois, notre chiffre d'abonnés monte en flèche, là. Oui! Ça n'a pas de sens. Merci à tous. N'oubliez Je suis pas de tellement liker nos contente. publications, de commenter. Puis... Venez nous voir sur Patreon. Exactement. La semaine prochaine, c'est un épisode Patreon, justement. Exactement. Encore Qui va par nous mois. raconter un crime de... Prison. Mhm, Je j'ai sais hâte pas pourquoi d'entendre je me ça. suis... genre, inconsciemment, je pense que je me suis laissée inspirer par cet épisode-là en ce moment. Ah oui? Inconsciemment. Ouais, vous verrez. Fait que venez nous rejoindre sur Patreon si vous avez envie d'écouter ça. Puis sinon, ben... On se voit dans 2 semaines. Exactement. Gros bisous. Merci à tous. Gros bisous. Bye! Bye.